Charente-Maritime et partout dans le monde, c'est sur www.onradio.com. Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Bon, comment ça va l'équipe ce matin ? Ça va comme un jeudi quoi. Comme un jeudi, exactement. Voilà. Bon, cette semaine, on avait des petites choses de prévues, mais bon, il y a des petites personnes qui sont malades en ce moment, donc Oui. Ouais. on n'aura pas Thibaut avec nous, on l'avait annoncé la semaine dernière. En grande pompe, hein. Toi, Tout Thibaut, avait été mais- teasé et tout. Oh la vache. Il y avait des affiches à 4 par On a 3 mis dans des Rochefort, vignettes voilà. partout, des promos. Effet cyberpunk. Bah voilà. Franchement. C'est ça. Donc Ouais. on vous présentera pas la chronique 3D cette semaine. Hein, vous aurez- Non, faut qu'il se soigne, qu'il aille mieux, et puis après, il vaut mieux être d'attaque après quand on va bien. Donc, mais on a des choses à dire. On va parler de science aujourd'hui en ce qui me concerne, parce que je vais refaire ma chronique scientifique. Ouais, t'auras enfin le temps de la faire. J'espère quoi. que j'espère Ça que vous fait allez- depuis un mois et demi qu'on attend quoi. Le pauvre. J'espère que vous êtes réveillés pour tout comprendre. C'est exactement ce que j'allais dire. Chronique musicale, on va faire bien sûr le top album juste après. Ouais. Dorian est encore avec nous. Tu nous feras pas ta chronique tout de suite. mais Toujours pas. Elle est presque. Elle Non, est- la semaine prochaine, normalement. Ah bon. Ah, Alors, ça- attention teasing, un 4 par 3 encore. Hein. Ouais. Et donne-nous un indice. Tiens, de quoi on parlera exactement ? De Madness Combat, du coup, donc c'est une petite c'est globalement une animation américaine, donc c'est assez simpliste. Tout le monde se casse la gueule, mais voilà, c'est juste du défouloir. Et puis le mec a eu un petit succès, donc il a fait quelques petits jeux en début des années 2000. Oui. Et là, je crois que c'est en 2020, un truc comme ça. Il a sorti un gros jeu, son truc est sorti en 3D et tout. C'est vachement bien développé. Il y a plein de modes, mode arcade, mode histoire, campagne, machin, tout le bordel. Et c'est vraiment bien. Ok. D'accord. Max, aujourd'hui, tu vas nous reparler de catch. Ouais, toujours. Hein. Mais là, cette fois-ci, on va parler de gimmicks. Les gimmicks, vous savez, c'est les rôles qu'il y a dans le catch. Et donc là, c'est des gimmicks assez originales dont tu t'attends pas à les voir dans un show de catch en fait. D'accord. Et alors Willy, tu vas nous parler d'une seule chose aujourd'hui, je crois. Alors oui, non, après aussi, j'ai un petit truc en plus qui vient de me venir. Oui, on va parler du phénomène de cette semaine. Vous savez que les jeux vidéo, ça va très très vite, et on va parler de Palworld, qui est un carton tel que il faut en parler, parce que si on n'en parle pas, déjà, d'abord parce que c'est un succès inattendu, et en même temps parce qu'il y a plein de choses bien et pas bien à dire dessus, et ça permettra peut-être un peu de voir vers quoi on va. On a déjà parlé un petit peu avec Tom tout à l'heure dans le bureau, vers l'industrie du jeu vidéo actuellement. Un sujet dont on parle beaucoup à la radio, je ne spoile pas. Mais oui, en effet, c'est assez préoccupant. Alors, on va parler du top album, mais cette semaine, je fais une petite modification parce que j'en ai marre. J'en ai marre de chaque fois les mêmes choses. Chaque semaine, c'est un peu déprimant, c'est pas très original. Bon, c'est pas spécialement plus original dans le top américain. Mais ça change un peu. Donc on va voir le top Billboard Hot 100 de la semaine. Donc vous savez, Billboard, il y a plein de classements différents. Il y a le top 200. Là, c'est vraiment le top. Le top 100. Le top 100, voilà. À votre avis, qui est numéro 1 ? Numéro 1 Aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous donner un indice parce que alors je vais mettre Taylor Swift. Non, elle est dans le top. Ah oui, ça je me doute bien. C'est aussi une pop star qui marche très bien. Oh super. Merci pour ton aide. De quoi ? Qui a fait son retour depuis quelques jours et qui n'a pas sorti d'album depuis environ 3-4 ans. Oh vache. Dis donc. J'ai pas suivi moi. Non plus. Elle est plutôt dans un style pop. Elle. C'est une femme. Mais c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Un peu urbain parfois. Rihanna ? Mais urbain. Rihanna ? Non, parce qu'elle a ça sorti. fait penser à Rihanna le nom. Bah ouais. Ah. Ça fait penser à Rihanna. Bah zut alors. Ah merde. Rihanna. Il y a Rihanna dans son nom. Là, je vous donne carrément. Adriana Grande, c'est Exactement. ça ? Mais j'ai lu Ariana Grande. D'accord, ouais. Ça fait 3 ans qu'elle a pas sorti d'album, ça se voit à quel point je suis vachement son Mais je actu, connais pas du tout ce qu'elle fait. Enfin, je connais. Moi mais non plus, je connais finalement, juste je le suis nom. pas capable de dire ce qu'elle chante. Hein, Ça vraiment, fait ça va faire 3-4 ans, parce que je me rappelle que durant le confinement, elle avait sorti son précédent album. Et là, le prochain va sortir. J'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure.
C'est quoi, c'est des musiques un peu latines? Non, c'est pas ça? Pas forcément. Non. Je croyais, moi. Non, Ariana Grande, c'est vraiment, on va dire, de la pop. Hein. Il y a peut-être qu'elle a fait des duos avec des artistes latinos, mais c'est pas vraiment son. C'est son nom qui te trompe. Ouais, peut-être. Non, mais je sais pas, je pensais. En fait, c'est comme Jennifer Lopez, elle fait jamais de trucs latinos quasiment. Ah, pardon, c'est le début, mais c'est tout, quoi. Ouais. Bah, on aura l'occasion d'écouter le morceau tout à l'heure d'Ariana Grande. Ça s'appelle Yes and, donc c'est son grand retour et ça cartonne vu qu'elle est numéro 1 cette semaine. Son album est très attendu, j'en parlerai tout à l'heure. Numéro 2, un artiste américain, alors vous connaissez peut-être pas de nom, c'est Jack Harlow avec Lovin' on Me. Non, alors du tout. Il était numéro 1 la semaine dernière. Troisième position, on a Taylor Swift avec Cruel Summer, qui a une musique de son album de 2019. Vous savez, il a été remis. C'est assez étonnant ça, parce qu'on fait rarement ça. Il a été remis sur les radios américaines. Et puis bon, ils l'ont relancé. Ça a bien marché. Quatrième position, Tate McRae avec Greedy. Je ne connais pas du tout. C'est-à-dire que c'est ça aussi Billboard, c'est que tu vas avoir des artistes américains qui arriveront jamais chez nous quasiment. Oui, parce que c'est souvent de la country, ce genre de choses aussi. Quoi. Et puis tout le monde traverse pas l'Atlantique. Ouais. Alors, vu la cover, je pense que c'est plutôt un truc pop. Parce qu'il n'y a pas tant de titres country que ça. Quand je vois, c'est plutôt, en fait, il y a un peu de tout en Amérique, de la pop urbaine, un peu de rap américain. Contrairement à nous, c'est que du rap, quoi. C'est ça la différence entre les États-Unis, c'est que c'est varié, quoi. Ils sont quand même un petit peu plus variés. Bon, ça reste toujours axé sur le grand rap, public quand même, mais US, on a par exemple aussi du pop rock à la Imagine Dragons ou même des trucs plus un petit peu plus vénère, on va dire, mais Metallica ça peut arriver, je pense. Mais après, voilà, dans le reste du top, on a 21 Savage avec Red Rum. C'est le nom de son titre. C'est une nouvelle entrée pour cette semaine. Après, bon, je vais pas vous donner tous les noms. Celui-là est un peu long à prononcer. C'est pour ça qu'il s'arrête là. Je ne vais pas le dire. Je le dirai pas. On a Doja Cat, sinon dans le top, on a Teddy Swims, SZA qui marche beaucoup aux États-Unis depuis maintenant quelques années. On a encore 21 Savage à la 10e position parce que son album vient de sortir, donc forcément ça cartonne. Et puis voilà, je descends. On a encore du Doja Cat, du Taylor Swift, 21 Savage. Toujours les mêmes noms, quoi. 21 Savage et Doja Cat, Billie Eilish, forcément les musiques de Barbie, Nicki Minaj, donc Miley Cyrus avec Flowers. Ça fait depuis un an. Qu'elle est dedans, Dua Lipa avec Houdini. Bon, là je descends pas mal, mais on a souvent les mêmes noms, mais c'est des artistes américains cette fois-ci. Mais c'est qu'ils ont plusieurs titres qui sont dans le top, quoi. Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous donne vite fait quelques noms pour le top album français? Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Allez. On va regarder le top single pour le coup, vu qu'on a fait le top single américain. Numéro 1, ça a changé ou pas? Non, bien sûr que non. La semaine dernière, c'était qui? C'était Jul, non? Je crois que c'est Jul. Ouais. Alors, en album, oui, mais en musique, c'est pas Jul. J'ai dormi. Numéro 1. C'était du rap encore? C'était du rap. Non, ça change pas, non. C'est du rap? Non. Je sais pas, moi. Je sais rien. Et c'est Petit Génie, encore une voilà, fois. ça, tu vois, je cherchais. On savait jamais son nom. Non, j'avais que Petit dans la tête, je dis c'est encore Petit machin, petit Papa Noël. Petit Papa Noël, c'est encore lui. Ouais. Et donc, bah voilà, c'est lui qui est dans le top cette semaine. Voilà. Quoi, les gens écoutent toujours les mêmes choses, tout le temps, pendant des mois et des mois. Faut changer un peu. Toujours les mêmes choses, exactement. En numéro 2, en vrai ça change pas, enfin, il a monté de quelques places, c'est Dadju et Taïk avec I Love You. On retrouve en 3e position Inigo Quintero avec Sino Estas, Ariana Grande dans le top, mais en 4e position cette fois-ci avec son single Yes And. Et puis Flashback de Favé en 5e position. Voilà. Bah écoutez, oui, c'est bien. On n'en connaît aucun, mais bon, comme d'habitude. Voilà. Moi j'ai toujours l'impression d'être dans le rôle de Marc Toesca quand il y avait à chaque fois, chaque semaine, c'était les démons de minuit, il n'en pouvait plus, il était au bout de sa vie. C'est comme ça. Marc, si tu nous écoutes. C'était le Star Match. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est encore eux. Ras-le-bol. Le ras-le-bol. Ouais. On en profite pour faire un gros coucou à Manu. Je ne sais pas si là dans le chat, je vois un peu loin là. Avec ma myopie et puis cet écran qui me sépare de vous sur le plateau, mais si t'es là Manu, bah coucou. Et pour la peine, c'est des on trucs va... de la semaine dernière. Oui, il y a Iron Claw qui va sortir. Vrai, Oh là là, quel est le destin de cette famille, mon Dieu. Oh là là. Ouais. C'est vrai que c'est une famille maudite. Ouais, film donc sur une grande famille de catch qui est où tous les fils faisaient du catch et ils ont tous très très mal terminé. Mais ils sont tous décédés pratiquement, je crois qu'il n'y a que 2 survivants. Oui, bah tous. Il y a un accident de suicide, mais bon, c'est pas mal. Ouais, c'est très joyeux pour commencer. Voilà.
quelques actualités de la mission locale, les ateliers à venir. Donc le mois de février approche et qu'est-ce qu'on retrouvera en début de mois ? Eh bien le Café Job déjà avec Acto Intérim qui viendra à 10h le 15 février à la mission locale de Rochefort. Donc voilà, Acto Intérim, ils sont déjà venus à la mission locale pour présenter leurs offres de recrutement et on aura l'occasion de les revoir à la matinale cette fois-ci un petit peu... Non pardon, j'ai dit des bêtises. Ils viennent le 1er février et ils viennent ensuite le 15 février à la radio. D'accord. Donc on refera une interview parce qu'on avait reçu Michael Vaz de l'agence il y a quelques mois de ça, c'était en fin d'année. Le 5 février, vous retrouverez l'atelier Maîtrise ton budget à 10h, toujours à la mission locale de Rochefort. Donc vous pourrez apprendre à connaître les différents documents administratifs qu'on a dans ce cher pays qui aime beaucoup la paperasse. Non, pas du tout. Non, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Et aussi, on aura des conseils à donner pour se nourrir avec un budget serré. Le 8 février à 10h, toujours à la mission locale, ce sera une information collective sur l'emploi saisonnier avec le département de la Charente-Maritime. On vous présentera la plateforme Emploi 17 ainsi que les différents jobs saisonniers à venir. Et on vous apprendra à créer votre profil sur la plateforme Aider Emploi 17. Et il y aura également un temps pour vous présenter le forum de l'emploi saisonnier de Foura qui aura lieu le 21 février 2024. Et Willy, je crois que tu avais quelque chose à rajouter. Oui, plusieurs choses à dire. Alors, on en a déjà parlé, hein. Donc la semaine prochaine a lieu le rallye des assos. Oui, tout à fait. Le rallye des assos, on fera un petit compte rendu, je ferai un petit compte rendu quand ce sera terminé. Avec donc mardi un point avec les jeunes pour parler du bénévolat. Et puis mercredi, on monte tous dans le bus et hop, on est parti visiter les différentes structures dont je vous donne pas les noms parce qu'ils sont censés les trouver, les deviner, même si les noms sont sur l'affiche. Mais on les avait donnés en plus. Oui, non, mais je sais, mais bon voilà. Si vous avez bonne mémoire. Il y a plein de structures bénévoles qui ont la gentillesse de nous recevoir pour faire comme à réaliser d'entreprise, sauf qu'on va voir le travail du bénévolat sur le terrain. Et la news que j'avais à vous donner en plus, c'était que aujourd'hui, parce que vous savez que de temps en temps nous avons des chroniqueuses spéciales qui viennent nous rejoindre du CCAS pour faire des petites chroniques. Et figurez-vous que le CCAS il fait énormément de choses et qu'elles ont énormément de talent, elles ne se contentent pas de faire des chroniques, mais elles jouent aussi au théâtre. Et ce soir, au Palais des Congrès à 18h, elles donnent une représentation avec une mise en scène de Catherine Sareza qui s'appelle L'Écho Rochefortais ou Mon Petit Doigt m'a dit. C'est complètement gratuit, c'est à 18h et vous aurez trouvé certaines de nos chroniqueuses du CCAS qui jouent au théâtre sur scène pour donner leur représentation Palais des Congrès à 18h. On leur souhaite bonne chance et j'espère qu'elles n'auront pas trop le trac. D'accord. C'est trop stylé. Ah oui, on en fait des trucs. Hein. On en fait des trucs à l'émission locale. On se retrouve tout de suite pour la chronique de Max. Max, la chronique de Max. La chronique de Max. Max. Et donc cette semaine, je vais vous parler de chroniques assez originales, enfin donc, dans le catch, on ne s'attend pas à les voir, notamment là il y a un clown. Ah donc voilà, Doink de clown, mais à votre avis, est-ce qu'il y a des gimmicks, donc des rôles dans le catch où tu te dis par exemple, est-ce que ça a vraiment existé ? Est-ce que vous avez des petites idées autour de la table ? Bon Willy, je te poserai la question, en dernier. Est-ce qu'il y a des rôles où tu t'attends pas, que tu te dis, est-ce que ça a vraiment existé dans le catch, par exemple ? Par exemple, genre un clown ou un genre de serial killer. Voilà, est-ce qu'il y en a... Est-ce que quelqu'un a incarné ce type de rôle ? Bon, pour le coup, on le voit, voilà. Mais après, trouver une autre idée, je sais pas. Ça peut être farfelu, hein. Ouais, c'est farfelu. On a vu tout ce qui est démoniaque. Ouais, tout ce qui était côté gothique, tout ça, il y en a eu beaucoup. Vraiment un truc tiré par les cheveux. Ouais. Un super-héros. Il y en a un. Il y en aura un dans ma chronique. Il y en a même eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Il y en a aussi qui ont été super-héros sans costume, comme John Cena par exemple. C'était le super-héros américain. Okay. Il y avait aussi Hogan en 2003 où ça s'appelait Super America, où alors tu vois que c'est cramé sur Hogan parce que tu vois qu'il y a un masque, mais tu vois sa moustache c'est avec les hauts flaquettes qui dépassent, donc il n'y a que lui qui a ça. Donc c'était très mal, c'était déjà cramé d'avance quoi. Pas du tout, j'ai vraiment pas d'idée. Il y a pas truc. Non, mais on continue pas tant que t'as pas d'idée. C'est le truc pas malaisant. Un cuisinier, un forgeron, alors ça aurait pu médiéval. Alors t'as eu un dentiste, hein, c'était Kane à l'époque, avant qu'il ait son masque, c'était un dentiste. Un astronaute. Astronaute, non, il n'y a pas eu. Enfin, il n'y a pas eu, mais. Danseur. Danseur, oui, il y a Disco Inferno à WCW. Danseur, effectivement. Et Fandango aussi. Ouais. Après un truc médiéval. Et si médiéval, t'as eu plus ou moins. T'as eu. Quoi, Drew McIntyre quand il arrive avec son épée ?
Un petit peu. Non, pas vraiment, mais surtout celui qui était, j'ai pas le nom, donc on va pas s'attarder là-dessus. Mais celui qui devait être le pendant de l'Undertaker, habillé tout en blanc. C'était un côté très, oui, t'as très raison. chant grégorien, très. Un peu l'inverse, quoi. T'as le démon. Oui, voilà, ça n'a pas marché du tout. Mais il était blond, il était habillé qu'en blanc. C'était Mordecai. Ouais, Mordecai, c'était un peu. Et en fin de compte, c'était Kevin Thorne, et lui de base, ça avait bien marché au début. C'était vraiment quelqu'un qui était pur. Hein, de base, c'était un peu le contraste de l'Undertaker. Il devait affronter l'Undertaker, sauf que il s'est battu dans un bar. Et la WWE a dit on va mettre fin au programme. Donc il a été remis dans le territoire de développement. Il est revenu 3 ans plus tard en tant que vampire et ça a été pourri. Ouais. Voilà l'histoire de Kevin Thorne. Mais ça aussi, ça montre que la politique a pas mal changé parce que maintenant ils se permettent de. Ils passent un peu plus les petites erreurs. Maintenant, voilà, tu serais pas puni parce que tu t'es battu dans un bar. Avant, tu savais que bagarrer dans un bar où t'étais positif à la drogue, tu étais viré sur le champ. Fallait pas tuer des gens, quoi. C'était pas bien vu. Non, c'était mal vu. Si vous voulez pas perdre votre emploi, ne tuez pas des gens. Voilà. Willy, est-ce que tu as une idée des gimmicks, mais que j'aurais pu mettre dans ces chroniques? Ah oui, il y en a quelques-unes, ouais. Il y a quelques-unes. Tu peux avoir un homme buffle, tu peux avoir Sub-Zero, tu peux avoir des personnages de Mortal Kombat. Alors, je suis resté que sur WWE. Tu peux avoir une dinde aussi, tu peux avoir des nains. En effet, alors les nains et les dindes, j'aurais pu mettre entre sa gueule et puis c'est Gobbledygooker, c'est ça, mais je l'ai pas mis pour le coup. Non, il y en a plein. Et puis alors ça c'est les gimmicks, c'est quelque chose qui s'est vraiment calmé parce qu'on est dans le real catch maintenant. La WWE notamment a souhaité avoir des catcheurs qui n'ont plus des gimmicks aussi marqués et qui voulaient rentrer dans un catch réaliste, avoir des personnages, plutôt des personnalités que des personnages, parce que finalement c'est passé de mode et que avoir des clowns, etc. Les gens accrochaient plus trop à ça et ils trouvaient que ça devenait plus crédible du tout. Et donc ça par contre c'est des personnages qu'on a eu beaucoup énormément explosé en années 80, 90. Début 90, ouais. C'est là où t'avais tout. Hein. T'avais, comme j'ai dit, t'avais un dentiste, t'avais un clown, t'avais un marin, t'avais un sergent. T'avais tout. Mais c'était les Village People. Oui, vraiment, c'était vraiment ça. C'est le charpentier, le mec qui vient avec sa planche de bois. Ah oui, Jim Duggan, c'est vrai. John Duggan, tu dis c'est quoi les charpentiers, le gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une planche de bois? Voilà, des trucs comme ça et ça s'est vraiment calmé. Déjà quand le catch est arrivé en France, notamment avec John Cena, qui était très connu quand c'est passé sur NT1, déjà c'était vraiment calmé, il y avait quasiment plus de gimmicks comme ça déjà. Non, parce qu'il voyait que ça faisait un peu ringard, quoi. Oui, c'est vrai. Genre tout ça, quoi. Légèrement. Oui, beaucoup même. Donc là, comme vous avez pu le voir, je vais vous parler d'un clown qui s'appelle Doink the Clown. Donc en gros, ça a été interprété par plusieurs catcheurs, faut le savoir. Et le premier qui l'a interprété, c'était Matt Osborne. Je sais pas si tu te rappelles de ce nom-là, Willy. Oui. Donc lui, c'était un clown qui était méchant de base. Hein. Et d'ailleurs, quand tu regardes, moi, j'ai vu des vidéos, il faisait vachement flipper quand même. Je sais pas si toi à l'époque, t'avais ce ressenti-là, mais tu vois que le mec était. Alors, j'ai jamais eu la phobie des clowns, même en ayant vu ça. J'ai pas peur des clowns, je trouve ça juste dépassé, par contre ça c'est sûr, mais j'ai pas peur des clowns, non. Donc ça et c'était plus lui avec son regard, tu vois, avec sa tête vers la caméra qui faisait un peu flipper. C'était Joker, effectivement. Mais c'était beaucoup interprété par un peu pour le Joker. Et donc Doink the Clown, donc lui c'était un méchant au début, hein, donc lui il faisait des blagues, de base il faisait des blagues aux gentils, il faisait trébucher, les arroser, c'était marrant, mais tu vois qu'il trichait aussi pas mal avec plusieurs clowns, c'est un peu le bordel qui était sous le ring pour les attaquer. Il y avait aussi une prothèse, donc c'était un bras en prothèse, il assommait la personne pour lui briser la nuque, enfin tu vois c'était quand même rien que ça, c'était un peu farfelu. Donc on va dire de 92 à 93 que ça durait un an. Matt Osborne, donc c'était vraiment, il était pas mauvais sur le ring. En plus j'ai vu un match récemment contre Macho Man et même Randy Savage, j'ai pas rassuré ce qu'il dit, il est pas mauvais sur le ring lui. Donc c'est franchement un catcheur intéressant. Donc il va remporter un match contre Crush et Marty Jannetty à WrestleMania en affront. Les noms Crush, Marty Jannetty, et c'est là où il le bat avec un bras du coup en prothèse. Voilà, il y a toujours un bras en prothèse sur vous pour vous défendre, hein, si jamais vous êtes agressé. Toujours. Et ce qui va se passer, c'est que malheureusement, Matt Osborne, il va se faire virer. Mais pourquoi? Parce qu'il a pris de la drogue. Voilà, on le disait. Donc pas les bars, pas tuer les gens, pas de drogue. Hein. Donc il va se faire virer, mais tu vas me dire, mais c'est bizarre parce que Doink the Clown, c'est resté le plus longtemps que ça, parce que c'était interprété par plusieurs personnes. C'était repris par Steven Kern ou alors aussi Matt Bourne, où là par exemple, on va voir Doink the Clown va devenir gentil. Alors déjà un clown gentil, bon c'est pas terrible, surtout dans le catch, et donc ça va être un gros flop parce que déjà on le voit qu'il est plus petit qu'avant. Déjà que tu vois que c'est un peu cramé et surtout un peu plus gros et moins bon dans le ring. Donc déjà voilà. Donc Doink the Clown en tant que gentil, ça va surtout amener son ami Dink, c'est un nain. Voilà, il sait plus quoi faire. C'est un clown qui est tout petit. Voilà. Tu vois, les nains à WWE, c'était vachement intéressant. Dans le catch, juste une parenthèse, hein, c'est parce que les personnes de petite taille qui combattent sur le catch, c'est une tradition au Mexique notamment. Voilà, donc la WWE avait réimporté aussi en prenant aussi des personnes de petite taille parce que c'est rigolo et ils se démerdent souvent hyper bien. Mais vraiment, c'était drôle. Vous avez des catcheurs extraordinaires au Mexique là-dessus. Hein.
Très bon. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, jusqu'à la fin, donc jusqu'en 95, donc c'est plus un rôle de jobber. Donc, je rappelle, un jobber, c'est quelqu'un qui perd à chaque fois. Voilà, qui est là pour mettre en avant des personnes, par exemple souvent des big men, donc des personnes assez grandes ou assez costauds pour qu'ils se fassent squasher. Donc c'est-à-dire qu'il y a un match qui dure moins de 2 minutes ou 3 minutes pour que l'autre paraisse plus fort. Donc voilà, c'est une fin de carrière pour Doug the Clown à la WWE où il perdra contre Tatanka, un Indien. C'est ça. C'était bien parce qu'à l'époque, hein, c'était. Dans les images, tu le vois face au Big Boss, donc qui était un flic. Ouais. Tu le vois face à, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait. T'avais One Two Free Kid en dessous. Ouais, voilà. Voilà. Donc à Kurt Hennig, tu vois, il arrive avec les sauts, parce que les sauts, en fin de compte, t'as des confettis, il arrosait les catcheurs pour les faire. Tu es aveuglé par des confettis. Voilà. Oh mon dieu, c'est un peu comme c'est un peu comme les doigts dans les yeux quand il faisait ça, l'étranglement des yeux. Enfin, tu vois, c'est à mourir de rire. De la semaine dernière. Ah non, c'était pas des matchs hardcore là, c'est des matchs. Non, là c'était un peu. De toute façon, ça c'est la Golden Era, donc l'âge d'or. Ouais. C'est un peu, quand tu regardes ça, franchement, quand tu regardes surtout les gimmicks et les gros superstars d'époque, t'avais juste Hulk Hogan, Ric Flair, Randy Savage, t'avais un peu Jack the Snake, et ça s'arrêtait là. Il y avait Honky Tonk Mac à côté de lui. Tonk Man, oui, le Elvis. C'est vrai que j'ai pas mis, mais c'est vrai que c'était le Elvis. Voilà, Elvis Presley qui vient sur le ring. Et donc c'était vraiment une ère où ils inventaient des gimmicks un peu comme ça faisait un peu gamin quand même. Hein. Oui, complètement. C'était le but. Hein. Oui. Donc je voulais découvrir la musique que je trouve pas trop mal, parce qu'il y a eu 2 musiques, une musique vraiment de cirque, la deuxième qui quand il était gentil, qui est pas terrible, que tout le monde connaît, puis celle-ci qui est un peu dérangeante quoi. Donc ça s'appelle Spirit Squad. Non, c'est la première musique, donc c'est Doing the Clown Hell Hill, normalement tu dois la voir. Ah donc c'est celle qui est en fond sur la vidéo, tu veux dire? Ouais. C'est ça. Mais je t'avais envoyé les sons pourtant. Moi j'en ai 2 des musiques. Je t'avais envoyé sur la première vidéo, t'en avais 6 et après t'avais les 2 autres du coup à la fin. Ah, il y avait longtemps ça. J'aime bien quand il y a les chroniques. Ah bah là, ça va être un peu compliqué. Ah merde. Oh, tant pis. Alors on va le faire la bouche. Non, ça c'était la deuxième. Non, la première aussi ça commence comme ça. Ah oui, c'est comme ça, ouais. C'est normal, c'est le cirque quoi. Ouais, c'était ça. Bon, du coup, tant pis. Ensuite, je vais vous parler donc de Dustin Patrick Runnels. Est-ce que tu vois qui c'est? Non, du tout. Bah, c'est Dustin Rhodes. Plus connu sous le nom de Goldust. Alors Goldust, c'était quelqu'un qui était vraiment bizarre, hein, la gimmick The Bizarre One. J'adore. Il commence donc, il était déjà chez WWE, mais il n'est pas ce rôle-là. Il fait surtout son retour en 95. En tant que méchant, et on voit que c'est une personne très mystérieuse, habillée en drag queen à l'époque, hein, c'était comme ça avec une perruque, mais surtout très dérangeante, très portée sur le sexe hein, notamment, où tu vois qui se frottait les tétons, qui limite voulait embrasser ses adversaires, voilà, c'était vraiment. Il est stalké aussi. Ouais, et après ils ont servi dans les années 2000 où il fera plusieurs retours, il fera au moins 8 retours à WWE. Ce sera plus une personne comique. Ah oui, complètement. Mais sur le ring, drôle. Il était très drôle et surtout, même au micro, c'était intéressant. Et il était pas mauvais, je trouve, sur le ring. Il était très bon, très grand. Et l'entrée était géniale en plus. Hein. Donc de Steve Rhodes, hein, frère de Cody Rhodes. Et le fils de Steve Rhodes aussi, donc c'était vraiment une lignée de catcheurs, tu vois, un peu comme le film que Manu avait mis, sauf que là c'est vraiment une grande famille de catcheurs qui ont réussi pour le coup. Il a changé pas mal de fois de fédération lui. Hein. Oui, il a fait souvent des allers-retours entre donc, il a tout fait. WWE, WCW, il a TNA, il a revenu WWE, Ring of Honor, il a fait que ça. Enfin, là il a la EW où il a son personnage donc, de Dustin Rhodes, donc qui a vraiment son vrai nom, donc voilà, c'était intéressant, habillé tout en or. Et donc on peut le voir, en fin de compte, il faisait souvent des références, moi je me rappelais pas du tout en 95, à des parodies de films, des films un peu hollywoodiens. Il citait souvent des films, c'est pour ça qu'il y a de l'or, hein, notamment pour le Titantron, hein, où c'est vraiment au début t'as la statuette des Oscars, etc. C'est la star hollywoodienne. C'était ça. Et c'est rigolo, tu vois, je viens de percuter juste que c'était comme si c'était une bande originale qui montrait Shattered Dreams. Oui, c'était ça. Et en fait, je viens de percuter Shattered Dreams, puisque son père c'est l'American Dreams. Et que son frère c'est l'American Nightmare. Donc, donc je comprends le Shattered Dreams maintenant, je comprends c'est Shattered Dreams, c'est le fils du Dreams quoi. C'est le fils de son père, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout quelqu'un qui était très divertissant. Moi, j'aimais beaucoup dans le ring. C'était très marrant, notamment aussi des bonnes équipes avec R-Truth, c'était très rigolo. Ouais. Là, je me remets aussi un peu dans la Ruthless Aggression, donc juste après l'ère Attitude, où on voit qu'il est très marrant au micro avec des promos avec The Rock, c'est à mourir de rire. Ouais. Donc, il aura quand même une bonne carrière parce que bon, lui, il fera, comme j'ai dit, plusieurs allers-retours. Il va quand même affronter les plus grands, que ce soit l'Undertaker. De base, il a été pris pour affronter l'Undertaker parce qu'en 95.
en termes de gentils, t'as que des gentils, c'est-à-dire que t'as que des gentils, t'as que l'Undertaker, Shawn Michaels qui avait tourné face et Bret Hart. Après, faut mettre des méchants pour qu'ils essaient de les battre, quoi. Des méchants, s'il vous plaît, des méchants. C'est surtout ça, quoi. Surtout en 95, c'est la pire période du catch aux États-Unis, parce qu'il se passe rien. Je trouve que pour le coup, par rapport à ce qu'on parlait avant qu'ils avaient essayé de faire un lutteur qui est habillé tout en blanc, un peu catholique, pour aller à l'inverse de l'Undertaker, pourquoi pas? Et ben, je trouve qu'un de ses adversaires qui faisait plus le contraste, c'était Goldust. Parce que Goldust, habillé en or, avec sa perruque blonde, face à l'Undertaker, habillé tout en noir, sachant qu'ils faisaient quasiment la même taille l'un et l'autre, là, ça passait bien, parce que c'était complètement l'opposé de ce que l'Undertaker qui n'exprimait rien, et lui qui faisait des gimmicks complètement. Et c'était un personnage qui bizarrement, qui n'était pas parodique, qui était très sérieux et qui était très malaisant finalement. On a l'impression que c'était un psychopathe un peu bizarre. Oui, comme je t'ai dit, limite il voulait rouler les pelles à ses adversaires. Enfin, il était bizarre. The Bizarre One. The Bizarre One, vraiment une personnalité bizarre, vraiment. Donc parmi sa carrière à WWE, il va quand même remporter 3 fois le titre intercontinental, donc surtout dans les années 95 du coup, quand il fera son retour, 9 fois champion hardcore, parce que tout le monde l'avait remporté de toute façon à l'époque, c'était un titre où même les filles l'ont remporté, c'était tellement merdique ce truc là, c'était à remplacer c'est un titre en gros tu défends 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 enfin. Voilà, donc tu peux même pas dormir, t'as des mecs qui t'attaquent dans ton lit. C'était ça quoi. Et surtout il sera aussi champion par équipe avec son frère Cody Rhodes dans la fin des années 2010. Donc là on va parler de Nelson Frazier Jr. Donc comme on parle avec Willy, c'est le bon exemple de la personne dont il ne savait plus quoi faire à l'époque, puisqu'il commencera en 95 sous le nom de Mabel, et il sera même King Mabel parce qu'il va remporter King of the Ring. Alors à l'époque c'était une gimmick d'afro-américain, c'était ça, issu des quartiers, accentué sur le rap, parce qu'on est début avec MTV, là c'était vraiment la mode à l'époque où c'était vraiment le hip-hop, rap US, etc. Sauf qu'ils l'ont très vite viré, parce qu'il était beaucoup trop dangereux dans le ring, en blessant notamment gravement l'Undertaker, où il sera obligé de porter un masque pendant quelques mois parce qu'il a fait lui péter l'orbite, tout simplement. Et aussi Diesel, je me rappelais plus, il l'avait blessé, et le personnage d'ailleurs ne décolle pas non plus parce qu'il a une gimmick qui est pas terrible. En plus il est gentil, alors c'est un big man comme ça. Donc il sera viré, mais il va revenir donc en Royal Rumble 1999. En intégrant le Ministry of Darkness, donc ça c'est le clan de l'Undertaker. Il va s'appeler Viscera, et donc il aura maintenant un look de gothique. Avec donc des lentilles blanches, avec une crête iroquoise, habillé tout en noir, donc ça sera plus un rôle d'exécuteur dans le clan, donc c'est un big man en gros qui essaye de défoncer tout le monde, sauf que fin 1999 le clan se dissout car l'Undertaker se blesse, Viscera se retrouve tout seul dans des programmes qui sont pas du tout intéressants, il se fera virer début 2000 parce que là on commence à changer d'air puisque les gothiques en fin de compte ça passe de mode, on n'en voit plus trop, on en a trop eu avec des vampires, des personnes gothiques comme lui habillés tout en noir. Tout un clan, ils avaient fait tout un clan énorme de gens très très méchants. Je suis méchant, regardez. Alors qu'ils perdaient tous leurs matchs en plus. C'était tellement mal construit. C'est parce que t'es méchant que tu gagnes. C'était vraiment pas terrible quoi. Donc je vous laisse découvrir la troisième musique. Donc c'est le Lord of Darkness, donc le Seigneur des Ténèbres du clan de l'Undertaker. L'impression d'affronter un boss dans Final Fantasy. Ou, ou plutôt dans Soul River.
J'aimais beaucoup cette musique-là, moi je la trouvais vachement sympa. Elle est dans son jus de l'époque, quoi. Ouais, Ouais. par rapport à tout ce qui était gothique symphonique, que t'avais dans les jeux vidéo tu vois, pareil. quand lui il parle au début, l'Undertaker, il fait un chant, je sais pas vraiment de quel truc c'est, mais c'est un peu comme un sacrifice qu'il fait. Enfin, c'est vraiment quelque chose vraiment gothique qu'on a vraiment dans, limite un peu dans Blade. Enfin, Legacy of Kain, ce genre de choses, quoi. Donc là, tu peux passer à la 5e vidéo de Tom, puisque là, du coup, Viscera va revenir en 2004 avec son gimmick de gothique. Non, vidéo 4, s'il te plaît. Voilà. Oh là là, oui, c'est vrai qu'on change du tout au tout. Ah oui. Tu vois, avec le Enfin, Titantron, voilà. déjà tu comprends, ça change un petit peu. Hein. La plus grande machine de l'amour du monde. Ouais, Et voilà. oui, c'était Voilà. Viscera. J'espère qu'elles étaient payées cher quand même. Hein, parce que- Ouais, oh la vache, j'ai peur. Oui, parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'il revient en gothique en s'en prenant à son ancien chef de son clan, c'était l'Undertaker, pour perdre face à lui, bien sûr, parce qu'il faut pas déconner non plus. Et ensuite, il va se faire transférer à Raw, parce qu'il y avait 2 divisions, il y avait SmackDown et Raw, donc là, il va être à Raw. Et à l'époque, on n'est plus dans l'ère attitude, donc du coup, les vampires, les gothiques, c'est dehors, ça n'existe plus. Et donc là, on va changer complètement de gimmick, donc de rôle pour Viscera, où il va venir la plus grande machine d'amour du monde, où il va lutter notamment en pyjama, comme on peut le voir ici. Donc et pour la première fois depuis 95, donc depuis ses débuts, il va devenir un gentil. Donc il voudra embrasser toutes les filles, il aura une nouvelle prise de finition qui s'appelle le Viscagra. Alors comment expliquer voilà. Tu le vois à un moment donné. Il est sur la personne, sur le dos, et il veut lui faire un enfant complètement. Voilà, c'est ça. Pour être un peu Donc pour poli, l'écraser en même temps. C'est Mais un bon, gentil celui-là du coup. oui, mais c'est son prénom méchant là sur le ring. Ah, ok. Voilà, c'est ça. c'est le Viscagra. Ah oui, d'accord, C'est ça, ça, c'est le Viscagra. Gentil, mais un peu violeur sur les bords. Il n'y a pas de témoins. Non, Oui, ça va. ils sont que Mais 40 000 oui. dans la pièce. Ils ont de mettre de la mosaïque un peu pour flouter ça. C'est vrai qu'on va peut-être se faire. On va peut-être se faire virer. C'est comme là, tu sais, les nanas, ils carchérisent la gueule. Oh là là. C'est Ah ouais. le mec. Allez, C'est bizarre. tu ressors, t'es détartré, c'est super. Ah bah la langue elle fait toute la tête. Regarde, elle fait toute la tête quoi. C'est horrible. Oh là là. Ah la vache, il était vraiment horrible. Les pauvres, on leur demande de Oh faire là ces là. trucs, les pauvres. Ah, là, de toute façon, c'était à l'époque. De toute façon, là, C'est chiant, on est en 2005, donc Ouais. ils veulent faire aussi du contenu. Bon, il y a toujours Oui, un voilà, axé sur toujours. le sexe, mais c'est un peu plus marrant, un peu plus comique, parce qu'on voit que il est marrant avec sa prise, tout le monde rigole. Ouais. Dans le public, ils attendent que ça. Surtout que là, c'est un manager, hein, le mec qui est dessus, hein, c'est pas un Oui, lutteur. hein, c'est un manager. C'était j'ai un manager qui était aussi commentateur aussi. Des à représentants l'époque. d'autorité, les commentateurs qui s'en sont pris partout, mais bon. Voilà, sauf que malheureusement, il va se blesser en fin 2006 et donc de 2006 à 2007, il va plus rien faire avant d'être transféré à la ECW. Rupture de Donc, frein. Voilà, exactement. avant de parler avant d'aller à la vidéo 5, je te laisse mettre du coup la musique numéro 4 et là on va voir c'est un autre style. Quoi. Et ça s'appelle Love Machine. Voilà. Voilà. Comme son nom l'a dit. Ça vous donne le parfum. Eh ouais. World's largest love machine, Viscera. Ah oui. Ah oui, hein. C'est autre chose que les ténèbres. Hein. Hey baby, you ready for Viscera? Praise God. Time to get down. Damn. C'est torride. Ouais, tu peux couper à cette Ça horreur là. rappelle un peu un chanteur américain qui avait presque gabarit. Hein. Barry White. oui. Ouais, ça ressemble beaucoup. C'est complètement ça. C'est ce qu'avait fait aussi Mark Henry dans ses débuts, le Sexual Chocolate, donc le chocolat sexy, où c'était vraiment, il se prenait pour Barry White, avec un angle catastrophique, où c'était Vince Russo qui a écrit l'angle où il couche avec Mae Young, une dame de 80 balais, et elle va coucher au bout de 1 mois, et ça est une main qui va sortir. Voilà. C'est catastrophique. Coucher d'une main. C'est horrible. Donc là, tu peux mettre la vidéo 5 Tom, puisque là, Viscera va être transféré à la ECW, et là, il aura enfin une gimmick qui est intéressante. Ouais, c'est la dernière. C'est sa dernière, il va le repackager en Big Daddy V. Alors c'est un personnage méchant construit très très fort pour détruire absolument tout le monde et ça va bien prendre dans les premiers mois. Oui. Il va même avoir l'opportunité de remporter le titre de l'ECW face à CM Punk, sauf que malheureusement il va perdre le match. Alors il va le gagner par disqualification au début, puis après il va le perdre dans un match retour. Et donc du coup voilà, Big Daddy V il aura plus exactement la même carrière après parce qu'il aura une autre blessure. C'est quelqu'un qui se blesse beaucoup, qui est très dangereux du coup sur le ring.
C'est la première fois, je sais pas si vous voyez, mais là il a changé complètement d'attire, donc c'est vraiment de vêtements. Là on peut voir ses tatouages qu'il a. Alors la vidéo est pas de bonne qualité, mais on voit ses tatouages qu'il a sur les bras, il en a beaucoup. Alors qu'à l'époque on voyait qu'il avait un pyjama où il avait toujours une robe noire, vous savez, quand ils étaient en gothique. Donc voilà. Et il sera donc transféré à SmackDown pour échouer dans un match d'élimination. Donc c'est un match dans une cage, ils sont 6 et c'était pour remporter le titre. Donc c'est l'Undertaker qui remporte le match et après il se fera virer parce que il était encore très dangereux sur le ring, mais surtout parce que la WWE, ils voyaient qu'ils avaient des problèmes de santé, ils l'ont demandé de perdre du poids, parce qu'on voit qu'il est quand même assez lourd, assez gros, il a eu des problèmes de santé suite à ça. Donc il sera viré et malheureusement il décédera 3 ans plus tard à cause de ce problème-là, parce qu'il était en très très gros surpoids, quoi. Problème cardiovasculaire du coup. Oui. Oui, c'était ça. Parce qu'il prenait pas de drogue lui, hein, c'était juste tu vois, par rapport à son poids. Alors il était quand même assez agile sur le ring. C'est ce que je disais juste avant, c'est ça qu'on voit ses tatouages, tu sais, où il change vraiment d'attire, où là on voit qu'il a beaucoup de tatouages et tout, mais là tu vois qu'il a quand même un gros surpoids, hein, tu vois que ça dégouline de partout, quoi. Puis on peut le dire, c'est excessivement physique, le besoin de ça. Donc à un moment donné, la WWE là-dessus, ils sont très très vigilants parce qu'il y a eu tellement de problèmes, on en a déjà parlé ici, d'accidents, de décès, qu'ils aident les catcheurs vraiment en cours de rééducation, que ce soit parce qu'ils sont alcooliques ou accros à un stupéfiant, ils financent tout ça, vraiment ils les aident, et c'est pareil pour la prise de poids, c'est-à-dire qu'ils les encouragent à dire ok, nous on te garde, mais par contre là tu deviens un point dangereux. Ça se trouve il était atteint peut-être même d'obésité morbide, et puis faire du sport comme ça sur le ring, enfin c'est hyper dangereux, quoi. Parce que c'est très physique, hein. Non, il a pas voulu perdre du poids et malheureusement c'est pas le seul, il y en a qui ont aussi refusé, il y avait eu le Kozuna aussi, voilà, qui ont refusé aussi même de s'arrêter, en disant tiens, faudrait que t'ailles en cure, etc. Ils ont pas voulu et ils en sont morts comme quoi, finalement. Malheureusement, Donc là tu peux mettre la 5e musique, et je trouve qu'elle est pas mal parce qu'au début de la musique, vous allez voir, c'est on entend un bus un peu qui explose et c'est quelqu'un de la police qui dit attention, il y a un monstre qui arrive et tout, donc ça est super bien avec le personnage. Ouais. Je trouvais que la musique était assez originale, elle était sympa pour ce personnage-là. Ouais. Donc là, tu peux passer à la prochaine vidéo, Tom, puisque là, on va rester un peu dans le thème de l'amour, puisque là, on va parler d'un acteur. Il avait la gimmick d'un acteur porno, c'est Val Venis. Oh là là. Ah là, oui, je sais, vous dites, mais il faut en parler, parce que c'est une gimmick dont tu te dis, ça n'aurait jamais pu durer. Et oui, donc Val Venis, il incarne un acteur porno. Voilà. J'ai terminé ma chronique, non. C'était ça. Et il va rester pendant 10 ans à la WWE. Alors il va rester 10 ans, donc on va pas le voir beaucoup parce qu'il aura beaucoup de blessures lui aussi. Oui. Et puis ils vont lui changer de gimmick, ils vont le mettre dans le droit de la censure, ou c'est dans le Ring of Two Censors, c'est catastrophique. Après il va devenir The Big Valobowski, où c'est une musique un peu accélérée, un peu techno, avec les cheveux courts. Après il va devenir co-general manager pour revenir en Val Venis alors qu'il a plus de cheveux, et après il se fera virer parce qu'ils veulent tourner sur l'ère PG, et l'ère PG c'est un peu enfantin, donc il n'y a plus de pornographie. Là quand même dans la vidéo, t'as quand même Val Venis qui est acteur porno qui est face à un mec qui s'appelle Dick Togo. C'est vrai. Pas mal, je pense que c'est un peu fait exprès, mais oui, je pense aussi. Mais quelle idée, mais qui a eu cette idée? Mais quelle idée. Et les vignettes d'ailleurs sont horribles, parce qu'on le voit en train de commencer, et on le voit donc dans les herbes avec une actrice porno de l'époque, c'était Jenna Jameson, qui était un peu la Clara Morgan qu'ils avaient aux États-Unis, ce qui était très populaire à l'époque. Donc il arrive avec sa serviette, il est content, avec les cheveux mouillés. Puis tu vois même pas le lien avec la lutte, tu vois, pas le lien avec le catch. Surtout que c'était un très mauvais catcheur. Alors ils ont juste fait ça parce que voilà, c'était pour rigoler. On est à Attitude Era, il a une voix très grave comme ça, et c'était un acteur porno. Voilà, c'était nul. Non mais c'était nul, on va pas se cacher. Surtout que le pire, c'est l'angle qu'il y a 2 semaines après, parce que donc là il affronte un Dick machin là, donc c'était un Shintok, et donc il va affronter un groupe, donc l'écurie Kentai, que j'avais oublié l'existence. Et ce qui va se passer, c'est qu'il aura soi-disant une liaison, donc kayfabe, donc c'est dans l'histoire
l'histoire de WWE, c'est pas pour de vrai. Hein. Une liaison avec le manager, et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont le kidnapper, ils vont le coincer dans la vestiaire pour lui couper le sexe. Voilà. Avec un sabre. Oui, parce que bon, voilà, c'est à l'époque, on est en 99, ils savent plus quoi inventer. Oui, mais j'espère que c'est que dans le lore, ça. C'était à l'époque de peut-être des procès John Bobbitt, etc. Là, à l'époque. Oui, c'est surtout comme Vince Russo était de retour, lui, voilà, il écrivait des histoires. Lui, il avait un bon début, un milieu pas terrible, une fin catastrophique. Donc voilà, c'était Vince Russo. Je pense que je pourrais faire une chronique dessus. Ça a duré 4 heures. Enfin, il a quand même un slip de combat sous sa serviette. Hein, oui, il combat pas à poil. Non, il va pas jusqu'au bout du délire. Hein. Non, faut pas déconner. Donc il va quand même remporter, parce qu'il aura une carrière très courte, parce que beaucoup de blessures, quand tu vois ces 10 dernières années, il a dû avoir au moins 15 blessures, parce que voilà, il a une mauvaise condition physique. Donc il remportera tout de même le championnat européen, ainsi que le championnat intercontinental contre Rikishi. Rikishi, c'était un personne aussi, un big man, qui était pas beaucoup habillé lui non plus, parce qu'on voyait ses fesses pratiquement. Enfin voilà, c'était Rikishi. Et voilà, il gardera toujours sa gimmick, mais sur un côté de 2002 à 2009, voilà, parce qu'il est pas bon sur le ring, il est toujours blessé. Et puis il se fera virer lorsque la compagnie changera d'image, surtout dans l'RPG où c'est un peu enfantin. Ou voilà, quand t'es acteur porno, quand c'est pour les enfants, c'est un peu compliqué. C'est un peu dur à vendre, médiatiquement. On va pas se mentir. C'est très compliqué. Donc je vais se découvrir à la musique donc, de Madame Lénis. Ça s'appelle The Ladies Love. Ah oui, c'est ça. Hello, ladies. Donc là, vous pouvez voir, c'est Goldust sans son maquillage, sans son costume. Vous savez, la personne avec les cheveux blancs, c'était Dustin Rhodes. Dustin Rhodes, sans son commentaire, là, c'est Dustin Rhodes qu'on a vu tout à l'heure avec sa perruque en Goldust. Là, il était sans maquillage. Voilà. Pourquoi je sais pas du tout. Je sais pas d'ailleurs, il y a pas fou là. Bah oui, parce qu'il était normalement chez WCW à l'époque. Je sais pas ce qu'il foutait là. Mais je sais pas. Bon, en tout cas, le saxo sexy quoi, à fond les ballons. Alors au début, t'avais quand même Rick Rude qui avait commencé un peu comme ça aussi. Rick Rude, c'était le ravissant, donc Ravishing Rick Rude, et t'avais un peu de saxo dans ses débuts. Un petit peu, mais c'était pas une gimmick quoi. C'était le beau gars quoi. C'était le ravissant Rick Rude, et lui pour le coup, il était meilleur sur le ring, il a eu une meilleure carrière. Bon, il sera décédé malheureusement à cause de la drogue aussi à l'époque. Mais c'était un très très bon lutteur et qui nous a quitté malheureusement. Comme quoi, ne faites pas ça chez vous, le catch et la drogue quand même, vraiment. Donc là, tu peux passer à la 7ème vidéo parce que Dorian avait eu bon. On va parler de super-héros et on va parler d'un super-héros qui est nul en plus. Qui s'appelle The Hurricane. Helms. Alors, je sais pas ce que j'ai pas connu à WCW. Est-ce qu'il avait déjà ce gimmick-là ou il était en Shane Helms à la WCW? Shane Helms, il a changé pas mal de fois de gimmick, mais je pense que c'est vraiment la gimmick. Je crois que c'est sa gimmick principale parce que c'est vraiment ce qui l'a fait connaître en fait. Mais chez WCW, il était déjà comme ça? La WCW, je sais pas. Je sais plus. Voilà, aucune idée. Alors, je me rappelle pas de lui à la WCW. Ouais, c'est pour ça. Alors de base, Shane Helms, c'est quelqu'un donc qui est dans les points moyens, donc qui va souvent être champion cruiserweight, où il aura notamment des belles rivalités en 2006 avec Rey Mysterio, où il sera en Gregory Helms, où il va aborder son costume de super-héros. Alors c'est quelqu'un qui est très rigolo. Ah oui, le clip est très cheap, plus que cheap, c'était vraiment nul. Donc c'est quelqu'un au micro qui était très marrant avec des angles avec The Rock que j'ai vu récemment, qui est très très rigolo. Sauf que le souci, c'est que voilà, c'est un super-héros qui est petit, qui est faible, qui est juste rapide. Ça s'arrête là. C'est juste le côté comique en fin de compte qui est pris. Oui, c'est vraiment le côté comique. C'est le mec qui se la joue super-héros. Il part comme ça. Il sort du champ de la caméra. C'est vraiment ses interventions. Voilà, il prend la pose comme ça. Il se fait détruire par tout le monde. Il y a toujours eu des personnages comiques comme ça qui sont bons souvent sur le ring d'ailleurs, parce que Shane Helms c'est excessivement bon. Il est très très bon, ouais. Mais voilà, en tant que super-héros, c'était pas bon. Est-ce que les meilleurs en tant que méchant, en tant que Gregory Helms dans la division des points moyens, où il bat tout le monde, est très très bon, très très agile, très technique aussi. Il s'est retrouvé très polyvalent. Il s'est retrouvé beaucoup à lutter avec les frères Hardy Brothers parce que c'est un ami des frères Hardy. Donc ils ont commencé ensemble. C'était une fédération qui s'appelait Omega, et donc ils sont 4 personnes. Il y avait donc Jeff et Matt Hardy, Shane Helms et aussi Shannon Moore qui faisait équipe à la WCW tous les deux. C'était aussi une très bonne division et des bons lutteurs. Le vieux fond.
vert. C'était vraiment cheap, quoi. Oh la vache, c'est Ouais, pas en possible. effet. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va devenir quand même champion hardcore, parce que tout le monde devient champion hardcore, comme j'ai dit. Sauf qu'il va se faire trahir par Molly Holly, parce que il avait recruté pour que ça soit une super héroïne. Il va se faire trahir pareil. Elle va lui mettre un coup de poil dans le crâne et elle va se barrer avec le titre. C'est sympa. Donc, il va quand même créer un clan de super-héros avec Rosie à l'époque. C'est vrai, il y avait plusieurs gimmicks. Rosie, et donc lui c'était d'abord c'était le frère d'Omega, donc ils avaient une gimmick où il détruisait tout le monde et après il va devenir gentil en étant un super-héros. Il y a eu Blue Mini aussi. Blue Mini, mais ça c'était avant, c'était plus tard, c'était plus ECW et Blue Mini. Oh là, c'était horrible. Des gimmicks de super-héros sur le. Quelle idée. C'était horrible. Mais ils vont quand même remporter les champions par équipe, mais ils vont vite les perdre parce qu'il faut pas déconner non plus, des super-héros. Voilà quoi. C'est des super-héros qui sont construits moyens, parce que normalement tu dois être construit très fort, on peut être un super-héros. Là c'est complètement le contraire, donc voilà. Donc je vous laisse quand même découvrir la musique de Hurricane LM, ce qui est très marrante pour le coup. Stand back! There's a hurricane coming through! Voilà, la musique c'est un peu axé sur comics, tu vois un peu les comics que tu as en bande dessinée, c'est vachement ça, hein. Même le clip en lui-même, ça fait vachement bande dessinée. Ensuite, on va passer à la 8ème vidéo. Là, on va parler d'un clan. Voilà, un clan de c'était nul ça aussi. Un clan de Chip and Dance de Pom Pom Boy, c'était le Spirit Squad. Est-ce que tu as des souvenirs de ça, Willy? Non, parce que je regardais pas à l'époque. Et bah t'as bien raison, parce que c'était catastrophique, parce que là on va parler d'un clan. Alors de base le clan a duré moins d'1 an, ça a été plus fait pour marquer le retour de la DX à l'époque, hein. C'était un clan qui commence intervenir à WrestleMania 22 dans le match Vince McMahon contre Shawn Michaels, pardon. Et donc en gros c'est un clan de Pom Pom Boy qui sont là en gros qui sont pris par Vince McMahon pour détruire tout le monde. Boys Band. Oui, c'est ça. C'est des jeunes catcheurs qu'on met ensemble dans un clan pour un peu avoir le rôle de méchant, quoi. Voilà, donc c'est des méchants. Méchants parce qu'ils trichent à chaque fois, c'est-à-dire qu'ils sont 5 clans de 5 personnes, ils vont catcher 5 contre 2. C'est pas comme ça. Et donc ils vont remporter les titres face au Big Show et Kane, j'ai aucun souvenir de ça. Parce qu'ils sont 5 contre 2 big men, donc même 5 ils peuvent les battre même s'ils sont pas bons sur le ring, hein. Donc qu'est-ce qui va se passer? Pas grand chose, parce que l'équipe ne servira pas grand chose, comme j'ai dit, c'était juste marrant, hein. Ils étaient rigolos, c'est vrai que voilà, ils faisaient de la gymnastique, c'était rigolo, hop, petit se carpé, c'était très marrant. C'était juste surtout pour réunir la DX qui allait faire son retour, hein, après la 98 où Shawn Michaels part, la DX fait son retour en 2006, donc c'est plus pour marquer le retour de la DX dans une storyline avec les McMahon, que c'était pas terrible, mais c'est le petit côté nostalgique, donc c'est plus un côté marrant qu'avait ce clan là. Donc le clan, ils vont perdre leur titre à Cyber Sunday face à Ric Flair et Roddy Piper, donc 2 légendes, hein, à l'époque, hein, afin de perdre une dernière fois le lendemain à Raw dans un match handicap 5 contre 2 contre la DX et disparaître pour toujours. Voilà. Ce qui va se passer, c'est surtout dans ce clan, il y aura 2 lutteurs qui vont vraiment se démarquer. C'est Kenny, qu'on a pu voir au début, il y avait des noms, hein, Kenny, Mikey, Nicky, machin, on s'en fout, quoi. Donc Kenny Dystra, lui, il sera pendant 2 ans à WWE, il sera champion de rien du tout, mais il aura je suis en train d'y penser, mais non. Il y aura des résultats intéressants contre Ric Flair et contre aussi des personnes, contre Shane Helms ou encore Jeff Hardy. Maintenant, il travaille par contre. Il est en coulisses, il entraîne. Il entraîne et aussi il produit des matchs. Il est dans Road Agent, donc c'est lui qui écrit aussi les matchs. C'est Nick qui s'en est mieux sorti. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et Nick, lui pour le coup, c'était Dolph Ziggler, donc Nick Nemeth, et donc lui, il a quitté la fédération fin de l'année dernière. Il a une grande carrière, hein, parce qu'il a été champion du monde poids lourd, champion intercontinental, champion par équipe. C'était quelqu'un très très bon, je trouve, sous-côté, parce qu'il avait vraiment un talent sur le ring et un bon selling aussi. Alors c'est quelqu'un qui vendait très très bien les rings. Le selling, c'est quelque chose qui est vraiment recherché. Ouais, Nicky, c'est Nicky qui l'était appelé. C'est quoi le selling, c'est la capacité de faire croire que la personne qui te tape est vraiment très puissant et de bien vendre les prises. Donc ils volent partout, si tu veux. Et Dolph Ziggler, donc Nicky, est un des meilleurs sellers du monde du catch. C'est-à-dire qu'en général, quand il fallait lancer un lutteur, et il s'en servait que pour ça, il
il faisait appel à lui parce que tellement il est incroyable. C'est-à-dire que quand tu le balances, vraiment, t'as vraiment l'impression que tu le balances, quoi. Il rebondit, mais c'est pas surjoué. C'est-à-dire que c'est très efficace. Donc il a eu, et je suis d'accord avec toi, il était complètement, moi, à mon avis. Il a un talent de dingue, il a un personnage génial. Il était bon partout au micro, et en équipe, en tant que méchant, en tant que gentil. C'était vraiment quelqu'un qui était très très fort. Ils l'ont licencié pour faire des économies. Ils l'ont licencié, alors que c'était la meilleure année, hein, d'ailleurs. Mais il l'utilisait pas. Il était chez lui, il en avait un peu marre d'ailleurs. Il n'était pas sur le ring, donc il préférait. Je pense que c'est ce qu'il voulait un peu. Oui, je pense aussi. Voilà. Mais il a fait son retour dans une autre compagnie il y a peu de temps, à la TNA, donc à Impact maintenant, et à la New Japan aussi. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y a des belles affiches qui vont se faire, donc si ça peut intéresser, à surveiller. Regardez sur YouTube, ça vaut le coup parce que c'est des matchs très divertissants et c'est aussi un très bon lutteur. Donc je vais découvrir la musique catastrophique des Spirit Squad. Kenny, Johnny, Ned, Nicky, Mikey, and we are the Spirit Squad. C'est quand même assez collectif. Tout le monde n'est pas égaux sur les musiques d'entrée. Par contre, je tiens à préciser, les bruits et tout le monde dit bah non, c'est peut-être un truc enregistré avec les paroles. Non, c'est vraiment dans la vraie musique au début. Quand j'ai vu, je crois que c'était un truc qui est pris sur internet. Non, c'est vraiment la vraie musique où t'as des bruits de klaxons et des personnes qui parlent, tu sais pas pourquoi, devant la musique qui est plus fort que la musique. Oui, c'est vraiment le groupe de Pom-Pom Boy. Voilà, l'enfer. À l'époque, c'était vraiment un enfer. Et ensuite, je vais vous parler pour terminer, Martin Wright. Est-ce que tu vois qui c'est? Oui. Martin Wright. Alors dis-moi qui c'est. Bah c'est Big Show. Ah non. Non. Ah non. C'est Paul White. Ah, c'est Paul White, merde. Bah non, Martin Wright. Non. Lui, c'est complètement le contraste. Hein. C'est un monstre, on peut dire. Non, je sais pas, vas-y. Le croque-mitaine. Ah, bah oui, le Boogeyman. Bah oui, du coup, comme je t'avais parlé tout à l'heure, j'ai zappé. Donc là, tu peux passer du coup à la prochaine vidéo, Tom. Hop, puisque là on va parler du Boogeyman. Alors le Boogeyman, qu'est-ce que c'est? C'est un méchant, mais un méchant qui est gentil. C'est pas lui. Ça c'est pas lui. Voilà, il va arriver après, mais c'est la bonne vidéo parce que j'ai pas voulu mettre le titre en tronc parce que c'est plus une vidéo dégueulasse où il bouffe des vers, donc je dis vaut mieux ça. Got Worms. Voilà. Donc le Boogeyman, tout le monde dit c'est un croque-mitaine, donc le mec va être méchant, alors que non, c'est un gentil. On sait pas pourquoi d'ailleurs, alors que tu vois, il a des vignettes où il fait peur aux enfants, où il rentre dans les chambres où je vais dire j'arrive, je viens te chercher, un truc vraiment qui fait peur, alors que le mec est gentil. Déjà tu vois que ça commence très mal. C'est le monstre gentil. Voilà, c'est le monstre gentil qui est très mauvais sur le ring surtout. Et donc là, on voit des vignettes à Raw le 11 juillet 2005. Donc pour dire, il va arriver, mais en fin de compte, les vignettes vont s'arrêter. Mais pourquoi vont-elles s'arrêter? Parce qu'il s'est pété les deux genoux. Est-ce que tu es au courant de ça? Oui, c'est vrai. Il s'est pété les deux genoux. Donc en fin de compte, et en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment, il y avait une série qui allait se monter qui s'appelait The Boogeyman. Donc c'est pour faire la promotion de ça. Et donc ils vont arrêter les vignettes pendant plusieurs mois avant de les remettre, mais pas Raw, mais à SmackDown, ils vont les déplacer. Et donc là ils vont les mettre, donc il va faire ses débuts, sauf qu'il fera jamais vraiment ses débuts puisqu'on le voit plutôt dans les coulisses en train de faire peur aux gens. Notamment il fera peur à John Cena, donc tout le monde dit ça va, c'est un méchant, etc. Sauf qu'il va faire ses débuts au Survivor Series 2006 où il va aider son general manager pour être en gros un méchant gentil, un monstre gentil, on sait pas. Et on va le voir, c'était plus quelqu'un qui faisait peur, qui mangeait des vers. C'est plus un mec dégueu, on va dire. C'est pas vraiment un monstre, c'est plus un mec dégueu puisqu'il mangeait des vers. Et c'était des vrais vers, je ne savais pas. Je pensais que c'était des faux, mais c'était des vrais vers. C'est vrai. Il se met de vrais vers dans la bouche, ouais. Voilà. Super. Ah, c'était sympa. C'est pour ça que j'ai pas voulu mettre le titantron parce que c'est plus dégueulasse qu'autre chose, ou notamment il y a un angle qui est... Alors je vous laisse aussi l'entrée parce que l'entrée est spectaculaire. À l'époque, je trouvais qu'il avait une belle entrée où il y a de la fumée, il arrive alors le Boogeyman, c'était un personnage qui n'était que visuel. En fait, tout était visuel. Son entrée, sa gimmick un peu dégueulasse quand on a l'impression qu'il sort de tribu, etc. Mais c'est tout. C'est en fait, il y a rien, il y a pas de fond, il y a pas. Le mec est c'est vraiment une tanche sur le ring. Il sait pas lutter. Il sait pas du tout lutter. Alors que le mec est construit très fort parce qu'il est invaincu dans ses débuts. Il est invaincu, il bat tout le monde. Il arrive, il fait des danses. Il bave de partout. Enfin, tu vois, c'est vraiment dégueu, quoi.
C'est vrai que quitte à prendre cette gimmick-là, moi je préférais largement, tu aurais pu d'ailleurs en parler, celle de Papa Shango en niveau vaudou qui était. Il était très bon, c'était pas n'importe qui était derrière Masque aussi, hein, c'était vraiment quelqu'un de très connu. J'ai hésité parce qu'il y a beaucoup de gimmicks aussi. Il a fait Papa Shango, il a eu aussi le Goodfather où c'était un parrain de la mafia en gros qui arrivait avec des filles et tout, c'était marrant. Et il avait aussi Kama Mustafa dans le rôle de la Nation of Domination. Ouais, c'est ça. Aussi qui était intéressant. Mais Papa Shango, il avait notamment un angle où je sais pas ce qu'il faisait, il avait hypnotisé ou jeté un sort à Ultimate Warrior. Et on voit Ultimate Warrior qui vomit tout simplement. Ouais, super. Et c'était à l'époque, fin des années 80, début 90, et c'était un bon lutteur. Alors que lui, en l'occurrence, c'était pas un bon lutteur, mais il construit très fort parce qu'il battait tout le monde. Un Booker T, c'est une légende du catch. Il a été plusieurs fois champion du monde. Là, tu vois qu'il est terrifié. Il va mettre sa femme en avant. C'est génial et il va perdre contre lui. Alors c'est un super lutteur à Booker T. Alors Booker T, très bon catcheur, désormais commentateur, entraîneur aussi. Et qui est d'ailleurs l'un des meilleurs thèmes de tous les temps. Et c'est rigolo qu'il soit dans l'image là parce qu'en fait il est. Je me rappelle plus ça. Il va mettre sa. C'était un match handicap. C'est sa femme. C'est vraiment sa femme dans la vraie vie. Charmel, c'est sa vraie femme. Et Booker T s'est retrouvé beaucoup à jouer, à jouer, c'est vrai, et à lutter avec Goldust, qu'on parlait souvent tous les deux, qui étaient un duo comique qui était à pisser de rire. Tous les deux étaient géniaux. Voilà, bref. Donc là, c'est très bon lutteur. Vous avez vu, c'est un espèce de gabarit. Booker T, c'est un monstre. Enfin, il est même physiquement, si vous comparez les deux, moi je suis désolé, Booker T, mais il m'impressionne plus physiquement que le Bookieman. Mais bon. Il avait aussi un rôle qui était génial, qui s'appelait King Booker, parce qu'il remporte le King of the Ring, et c'était génial. Il prenait vraiment pour un roi avec le petit doigt en haut et tout, c'était génial. C'était un super, au micro il était incroyable, super marrant et super catcheur. Et donc le Boogeyman va battre Booker T dans le match donc WrestleMania. Alors le match va être vite écourté parce qu'il a déjà une blessure. Bon voilà, il a une blessure au niveau du pec, alors qu'il en a pas vraiment. Voilà, donc le match va être écourté. Voilà, ça va pas durer très longtemps. Il a aussi un angle bien dégueulasse où je sais pas ce qu'il va faire, il y a la manageuse de JBL à l'époque où il va l'emmener je sais pas où, lui mettre des verres dans la tronche, je sais pas quoi, et il y aura un truc qui va pousser sur son visage qui est bien dégueulasse. Bon, c'était en plastique, mais ce qu'il va faire, il va l'embrasser puis bouffer l'espèce de truc, c'est bien dégueulasse. C'était plus un mec dégoûtant qu'un bon lutteur. Oui, c'était vraiment D'ailleurs, ils l'ont gardé pour ça. Oui. Pour Halloween en fait. C'était plus pour Halloween parce qu'aujourd'hui il a un contrat de légende où il fait des apparitions. Il catche plus parce que de toute façon il a jamais vraiment catché. Il fait des mais c'est plus des trucs sur YouTube, c'est marrant, on le voit manger des verres, il fait peur à tout le monde, c'est rigolo. Donc il va faire son retour en début 2007 parce qu'il va être parti des rings pendant 6 mois pour perdre face à Finlay. C'est sa première défaite alors que le mec a gagné tous ses matchs alors qu'il est pas bon sur le ring. Parce que je pense qu'il se rendait compte qu'il fallait arrêter de miser sur lui parce qu'il se blesse à chaque fois, il est pas très bon, donc voilà, il va perdre contre Finlay et avoir une chance pour remporter le titre des États-Unis face à Bobby Lashley à l'époque. Ils sont d'ailleurs bons amis. Il va perdre également et ce qui va se passer, c'est qu'il aura plusieurs défaites. Il va être transféré à la ECW en même temps qu'un certain Viscera dont j'avais parlé tout à l'heure, donc Big Daddy V. Il remportera ses premiers matchs à l'ECW mais perdra très très vite par Big Daddy V. En même temps, voilà, le mec est construit très fort. C'est deux mauvais qui sont sur le ring, mais l'autre est construit très fort. Avant quelques mois plus tard de se reblesser, il fera son retour en fin 2008, étant toujours mauvais sur le ring et souvent blessé. Il sera du coup viré par la WWE. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui il a un rôle donc de légende à la WWE, donc il apparaît souvent pour faire des petits coucous. Il n'a pas de rôle de producteur, mais voilà, il a un contrat de légende, d'ambassadeur si tu veux de la compagnie. Donc voilà, RAS sur la carrière de Boogeyman, mis à part que c'était une gimmick qui était assez originale, mais voilà, qui était plus dégueu qu'autre chose quoi. Et donc je vous laisse découvrir. Alors la musique pour le coup est vraiment pas mal, c'est vraiment une musique que tu peux mettre dans un film d'horreur, donc c'est la musique numéro 9. Non, là t'es sur la vidéo, Tom. Ouais, c'est sur la vidéo. Pourtant j'ai numéro 9. Attends, je vais revoir dans le dossier. Il faut que tu l'accélères à ce moment-là. Ouais, sinon tu peux. Alors tu vois, ça c'est la musique de Booker T, c'est l'une des meilleures musiques je trouve. Musique un peu rap. Ça dure 8 minutes. Attends, je revois la playlist, mais. Ça va être la musique directement tirée de la vidéo, je pense, non ? Ah, c'est pour donc ça. Donc il faut attendre son apparition. Je pense que tu as dû prendre la musique tirée de la vidéo. Au moins 3 minutes. Ouais, tu peux avancer encore un petit peu. Ça doit être ça pense. parce que ça a le même titre en fait, l'extrait MP3. Donc okay. J'avance. Ouais, tu peux avancer un tout petit peu. Je pense que ça va pas tarder d'arriver. Ah non, là t'es un peu trop loin là, parce qu'il est en train de compter. Ah voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est la musique du Boogeyman. It's his first WrestleMania. Doing that thing. What the hell's coming out of his mouth? Look at his phone. What is that? Well, remember when he took Jonelle a couple of nights ago? He put her in a place and put thousands of worms all around. Terrified. Can
we just get Sharmell out of the ring? I know she's supposed to be in a match, but well, Sharmell is being forced to compete in the same ring. Bon, il y a le monsieur qui parle en fond. Oui, mais on peut écouter un peu que c'est un peu une musique de film d'horreur. T'entends un peu des chants tribal voodoo un peu derrière aussi. Ça. Donc ouais, c'était le personnage. Voilà, là tu le vois, il est en train de bouffer ses verres, il est content, il les a mis dans la bouche de son adversaire et puis il se barre. Voilà, il se barre en étant blessé, puis il reviendra. Voilà, les bons petits verres. Moi, quand j'étais petit, je pensais que c'était des faux. Non, c'était vraiment des vrais. Ah, c'est dégueulasse. Et il aura d'ailleurs des gros problèmes à ses dents à cause de ça. C'est pour ça aussi qu'il a été éloigné des rings. Bah non, parce qu'il les bouffe vraiment. Hein. Donc le mec à un moment donné, il avait une dentition où fallait qu'il aille très souvent chez le dentiste parce que, voilà, à mon avis, il avait les chicots pourris, comme on dit dans le chez vous. Ah non, là surtout, non. C'est pop, c'est top. It's pop music. Hi, this is Sam Smith. What's up, y'all? I'm Alicia Keys. Hey, this is Imagine Dragons. Top music. J'adore ce morceau de David Bowie. Je pourrais vous faire tous les morceaux de David Bowie tellement je peux en écouter. Ah, c'est clair. Hein. Alors, pourquoi on a mis ce morceau de David ? Eh bien, parce que vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais le 8 janvier était inaugurée la rue David Bowie, tout simplement, dans le 13e arrondissement de Paris, le jour de son anniversaire. Ça fait quelques années qu'il nous a quittés déjà. Ça fait c'est quoi C'est 2014, non ? Vers là ? Ou 2015, 2016 2016, début 2016, juste avant la sortie de son album. Ah oui, et je crois que c'est la même année, il y a du coup George Michael qui décède et Prince aussi, je crois qu'il y avait un truc comme ça. Oui, parce que je suis retombé sur un vieux flashback d'un statut Facebook qui disait ah non, mais il y en a marre maintenant. Non, je me dis, il s'est passé quelque chose et je crois que c'était lié au décès de David Bowie. Et je crois que la même année, malheureusement, on perd trois grandes figures. Je crois que c'était Prince, George Michael et puis David Bowie. Ouais, c'était l'hécatombe. L'hécatombe, oui. Malheureusement, je me rappelle, parce que j'étais en études à ce moment-là, il y avait aussi, c'était pas directement un artiste, mais il y avait le mari de Céline Dion qui décédait à cette même période. Il y avait René, voilà. Ouais, il y avait René. C'était l'hécatombe. Ah oui, il y a eu des périodes là, il y a eu quelques années là, ils ont été tous les mois il y a quelqu'un qui partait. Donc à l'occasion de l'inauguration de cette rue, il y a eu une soirée hommage qui a été organisée et cette année 2024, c'est l'année du 50e anniversaire de l'album Diamond Dogs, sur lequel on retrouve donc la musique qu'on vient de passer. Et un autre album de David Bowie va être remis à l'honneur, c'est la période Ziggy Stardust à travers Waiting in the Sky, comme vous pouvez le voir sur Twitch. Donc c'est un nouveau vinyle, un nouveau disque qui sortira et qui permettra d'écouter des morceaux qu'on n'entendait pas, qu'on n'a jamais entendu de David Bowie et qui datent de cette ère-là. Et bien sûr, ils vont remettre Ziggy Stardust, Lady Stardust et d'autres morceaux. Donc les vinyles de David Bowie, il en sort, il y en a énormément qui sortent depuis sa mort. Depuis son décès, ouais. Et on a parce qu'auparavant, on avait très peu en fait, et je pense que c'était peut-être pour faire découvrir ça peut-être aux nouvelles générations, mais c'est vrai qu'à fut un temps, tu avais très très peu de vinyles de David Bowie, mais depuis son décès, tu en as beaucoup de rééditions et tu en as beaucoup qui sortent, même des coffrets, quoi. Donc c'est très bien. C'est vrai qu'il était très discret durant ces 10-15 dernières années même. Il a sorti des albums espacés dans le temps de parfois 5 ans, même un petit peu plus. Le dernier, Black Star, il est sorti, ça a eu un succès phénoménal parce que malheureusement il est mort quelques jours avant. C'était prévu. Et c'était clairement prévu puisque c'était le thème de l'album. Quand on voit le clip, on comprend tout de suite. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et les paroles, on comprend de quoi il parle. Oui, avec les paroles aussi. Ouais. Et c'est ce qui en fait un peu tristement aussi un chef-d'œuvre quelque part parce que c'est magnifique un album vraiment très particulier. Il aura fait des choses quand même assez extraordinaires et variées dans sa vie, cet artiste. Et c'est vraiment un artiste, on a beau s'y intéresser, il y a toujours des trucs à découvrir parce que je trouve que c'est musicalement, sur le personnage, sur l'histoire et tout, c'est extrêmement sur ses collaborations, il a collaboré avec toutes les générations. Et Queen avec Freddie Mercury aussi, Under Pressure, c'est un truc. Oui, mais il a bossé, c'est un peu le père spirituel de tellement de monde. Il a croisé Nirvana, il a croisé incroyable quoi, le 13 Nord, enfin vraiment toutes générations, une passion pour la musique vraiment de façon générale et tout, un génie quoi, enfin vraiment une créativité folle. Et puis un très gros perfectionniste aussi. Aussi, oui. Oui, aussi. On en profite pour faire un coucou à Laurence qui est dans le chat. Et je voulais dire quelque chose par rapport aux chroniques qu'on a sur le site d'On Air Radio, réalisé par Manu qui est aussi avec nous en ce moment même. Vous pouvez retrouver toutes les chroniques des tubes du grenier qui vous permettent de faire une rétrospective de tous les artistes qui ont marqué le 20e, voire le 21e siècle encore. Et je vais faire ma petite transition avec une autre, la reine de la pop, Madonna. Alors elle est reine de la pop mais pas de la ponctualité puisqu'elle vient d'être poursuivie en justice pour publicité
publicité mensongère. Tiens donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous explique tout de Mado. suite. Vous savez qu'elle fait une tournée en ce moment. Elle essaye, oui. Le Celebration Tour, et ça marche bien. Elle essaie, mais apparemment elle se débrouille. Après, malheureusement, je pense que c'est du playback aussi, parce que quand tu regardes ses derniers concerts. Alors, un ami allait la voir. Moitié-moitié peut-être. Un peu, des fois oui. Ouais, des fois voilà, non. c'est ça, pour reprendre le souffle quoi. Après, pour la pardonner aussi, elle a un certain âge, je veux dire, ça, c'est logique aussi. Et quand tu danses en même temps, c'est pas évident. Ouais, par contre, ça c'était vraiment. On dit showman, mais elle, c'est vraiment une showgirl, je sais pas si ça se dit. Et sur scène, c'était un truc de fou par contre. Ses chorégraphies, même la mise en scène, c'était un truc de dingue. C'est impressionnant. Ah ouais. Toutes ces tournées, en fin de compte. Celle-ci, je me rappelle pas trop, j'ai pas trop vu de vidéo en fait, parce que j'attends toujours, si jamais il y a un Blu-ray qui sort, j'aime bien garder la surprise. Alors pourquoi Oui, alors pourquoi oui, donc pourquoi elle va peut-être finir au tribunal, Madonna. Il y a 2 fans new-yorkais qui en avaient un petit peu marre qu'elle arrive en retard, parce que forcément ils vont la voir à chaque tournée. Et à l'un de ses derniers concerts à Brooklyn, le concert a terminé à 1h du matin. Tout simplement. Et c'est pas la première fois que ça arrive, puisque en 2020 déjà, pour la première date du Madame X Tour, c'était au Grand Rex. Oui, je sais. Ils avaient fait une première là-bas, du coup. C'était un peu différent d'habitude, plutôt que de faire dans un stade. Eh bien, elle était arrivée à minuit et ça avait fini à 2h30. Oh la vache. Ah, c'est quand même digne de la chanteuse, enfin ex-chanteuse des Fujis là. C'est vrai, t'as raison. Qui met 2 heures dans les gens. C'était Lauryn Hill. Lauryn Hill, qui arrive toujours en retard, mais genre 1h30 après. Enfin, pardon. Bah oui, c'est vrai que. Alors, c'est vrai que c'est un peu sa marque de fabrique, elle. Il y a un moment donné, il faut faire comprendre aux artistes aussi que bon, t'es pas déconné, les gens payés quelquefois très cher pour les voir. Parfois même, ils ont des trains ou des moyens de transport à reprendre derrière une fois que le concert est terminé. C'est un peu procédurier de faire un jeu, c'est plutôt pour lui faire comprendre que ce serait bien qu'elle soit ponctuelle, quoi. Et il n'y a pas de raison qu'elle le soit pas, d'ailleurs. Oui. Bah oui, parce qu'en général, les artistes, ils sont déjà dans la ville la veille, le jour J, voire la veille. Ils sont arrivés le matin. À l'hôtel, voilà. Donc en effet, après il peut y avoir des problèmes techniques qui rallongent un petit peu l'attente. Ils verront bien si c'est lié à quelque chose ou si elle fait vraiment sa diva. Mais oui, bon après, j'imagine comment elle pourrait répondre au tribunal, elle les enverrait chier. Voilà. Ou pas, De toute façon, c'est pas elle qui va pas se présenter au tribunal, ça va être les managers qui s'en occupent de ça. Exactement. Ensuite, on va parler de Dua Lipa. Vous savez qu'elle a sorti un nouveau disque, un nouveau single il y a pas longtemps. Et elle nous donne un petit peu des nouvelles concernant son 3e album qui sortira prochainement. Elle dit que c'est un album qui sera résolument pop et psychédélique et que ce sera aussi un hommage à la culture rave britannique. Déjà pour Houdini, elle a notamment travaillé avec l'autrice Caroline Eileen qui a bossé avec elle sur son premier tube interplanétaire New Rules qui est sorti il y a déjà quelques années. Mais elle a aussi travaillé avec Kevin Parker, que vous connaissez autrement sous le nom de Tame Impala, dont je reparlerai aussi tout à l'heure puisqu'il bosse avec Justice qui a refait oui, c'est vrai, le groupe a refait parler de lui. Donc des inspirations très rock psychédélique contemporain pour ce nouvel album. Et j'ai trouvé que les influences musicales, les sources d'inspiration pour ce 3e album de Dua Lipa sont assez intéressantes. On a Primal Scream, on a du Massive Attack. C'est très inspiré aussi de Oasis, Blur, mais également Moby ou encore Gorillaz. Oui, donc effectivement, oui. Il y a une école là. À la sauce Dua Lipa. Il y a une école clairement britannique, électro-britannique un peu. Là. À la sauce Dua Lipa, bien sûr. Ce sera pas. Mais je suis curieux de voir quand même ce que ça va donner avec sa touche à elle, parce que c'est toujours extrêmement dansant, extrêmement côté. Enfin, ça rentre vraiment dedans dans ce genre de musique. Il y a ce côté très courageux dans les paroles. C'est ce qu'elle dit. Je reprends ces termes. Et puis elle réactualise vraiment déjà les années 80, donc là elle va essayer de reprendre peut-être un peu années 70, puis en même temps 90-2000, enfin c'est un peu plus varié, je sais pas vraiment où elle va, à voir si c'est toujours aussi populaire, mais en tout cas elle dit que elle a vraiment tout donné pour cet album. Elle dit que c'est un album qui est un peu plus brut, elle a voulu capturer l'essence de la jeunesse et de la liberté. Elle dit que s'amuser et laisser les choses arriver, c'est en fait que les choses soient bonnes ou mauvaises, il faut les accepter telles qu'elles viennent. Dua Lipa philosophe. Peut-être pas. Ça a fait de l'art contemporain ou comment ça se passe? Ça, c'est la citation est un peu voilà. Elle dit: je ne pense pas qu'il y ait une seule chanson dans cet album sur laquelle je ne sois pas revenu pour la réécrire, la perfectionner, la changer, la retravailler un peu plus et l'approfondir pour voir si nous pouvions aller plus loin. Bon, déjà c'est un peu plus intéressant parce que souvent les albums ils enchaînent énormément quand t'as un succès planétaire, et là elle a l'air d'avoir pris le temps depuis le Covid
Donc c'est pour ça que je l'attends un peu au tournant, parce que souvent les artistes extrêmement médiatisés, ils n'ont pas une liberté artistique phénoménale. Non. Et là, pour cet album, elle le dit depuis un moment, elle veut avoir un contrôle. Et je trouve les influences très intéressantes, les gens avec qui elle bosse, ça a l'air vraiment sympa. Donc vraiment, j'ai beaucoup d'attentes concernant cet album. Est-ce que vous avez suivi les victoires de la musique ? Enfin, les annonces. Du tout. Pas du tout. Mais du tout. Bah, je vais pouvoir vous Du donner tout. les Non. nominations, parce que c'est tombé depuis quelques temps déjà. Mais on retrouve des artistes, une artiste notamment, qui est passée au festival Sœurs Jumelles l'année dernière. Alors, quel est l'artiste qui a eu le plus de nominations aux victoires cette année ? On t'a dit qu'on t'a pas suivi. Amel Pourquoi tu Bent nous poses des questions ? Amel Bent ? Non. Ah bon ? Pourquoi elle a eu une nomination à Amel Bent ? Elle a sorti quelque chose ? Elle a pas sorti- elle a rien Bon, moi, sorti, je sais non pas, je dis un nom comme ça. Je sais pas parce que. Attends, mais en plus cette année, qu'est-ce que je sais pas ? Ben non, en fait, tu vois là. Alors, allez sur l'image tout à droite. Vous vous rappelez peut-être, si vous êtes allé voir Véronique Sanson à Sœurs Jumelles. Elle s'appelle Zao de Sagazan. Ah, je connais. Non, je connais pas. Elle est passée à la Star Academy la semaine dernière d'ailleurs. Ok, je connais pas. Je pas regarder Et elle a ça. sorti un album qui s'appelle La Symphonie des éclairs. C'est un style qui est très particulier. En fait, ça mélange un petit peu de la musique électro, on va dire un peu savante quelque part, et en même temps des textes vraiment très littéraires, très émotifs. Elle a vraiment une manière très particulière de chanter dessus. Je trouve que c'est plutôt original. C'est assez curieux de retrouver une artiste comme ça dans les médias aujourd'hui et avec autant de nominations. Pour le parti pris, je trouve ça intéressant parce que ça change des traditionnels. Après, je pense pas que ce soit une musique qui parle à autant de monde que si on mettait du... Est-ce qu'elle passe à la radio ? Elle passe à la radio, D'accord. oui, mais Ok. elle Non, doit parce pas que passer... Enfin, après, je souvent pas la les radio. Mais Non, mais c'est parce que souvent les victoires pour être s'intéressent nominé, beaucoup pour à faire ceux une qui passent en tournée, boucle à la radio, hein, qui ne sont pas eux-mêmes dans le hit parade C'est vrai. qu'on subit à chaque début d'émission, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'y a pas non plus de rappeurs la plupart du temps. Non. Donc il n'y a pas de musique métal, n'est-ce pas, Dorian ? Tu es exclu, sors. Donc t'es à place. C'est quand même très... c'est particulier les victoires quand même. Depuis un certain temps, ouais. Quand même très particulier. Elle est nominée dans les catégories. Alors, il faut que je retrouve Révélation féminine. Ouais. Aux côtés de Adèle Castillon ou encore de Meryl, il y en a que je connais pas. Putain, j'en connais aucun. Album de l'année, donc il y a Zao de Sagazan, il y a également Jane qui a sorti un album cette année. Oui, c'est vrai, ouais, ça j'avais entendu. Ouais. Il y a Vianney qui est nominé dans cette catégorie. Oui, bah bien sûr, évidemment. Comme tous les ans. Voilà, c'est pour ça que j'aimerais que ça change un peu. Oui, ce serait bien. Que Vianney. Dégage. On a chanson de l'année avec Clara Issé qui sera au festival Sœurs Jumelles. Qui c'est C'est ça, Clara Issé. Clara Issé. Elle sera au festival Sœurs Jumelles en première partie d'Olivia Ruiz. D'accord. Ah oui, Si ça vous j'aime avez bien regardé Olivia Ruiz. la programmation. SDM est nominé dans la catégorie chanson de l'année. Alors voilà, on c'est du rap, ça, on non retrouve du rap. Ouais, Un petit ouais. peu Bah tu vois victoire quand de la même, musique, ça tu vois, je suis mauvaise langue. Donc bon, on aime ou Mais il on n'y en a n'aime qu'un pas. seul. Hein. Je suis là pour ça. On aime ou on n'aime pas, mais ça revient un peu sur le devant de la scène. Après, pour le coup, la musique électronique n'est pas assez mise en avant. Alors Zao de Sagazan, ça peut rentrer un peu dans cette catégorie, mais on reste quand même sur de la pop. Ça reste un mélange de genres en fait. Elle n'a pas choisi le nom le plus simple à retenir, hein, on va Non, pas clairement, se mentir. clairement. Alors, Surtout qu'il y a déjà Zao qui existe. Mais Voilà. parce que moi, en fin de compte, quand j'ai vu la programmation l'année dernière, je vois Zao de machin, je dis mais c'est Zao qu'on connaît ou Pas du tout. moi je pensais que c'était l'ancienne Zao quoi. D'accord, oui. Ouais, En fait, non. Pas du tout. Pas toujours évident les. On va dire, En chanson de l'année, on a également Louane, voilà, un classique Ouais. à chaque fois. Et il y a également Pierre Demar. Vous savez, c'est Un jour je Oui, marie un oui. ange. Lui, ça fait déjà un an et demi qu'il est déjà au top. Lui, c'est un Belge, c'est ça hein Ouais, alors je sais pas s'il a gagné une victoire, mais je pense que par exemple, s'il a pas gagné l'année dernière, à mon avis, il pourrait gagner cette année. Mais il avait eu Révélation de l'année, alors je sais pas si c'est au Energy Music Award ou Victoria Music, je sais pas si ça existe. De toute façon, je crois que ça existe au Energy, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand il gagne une révélation de l'année, par exemple l'année dernière, l'année suivante, il regagne quelque chose, mais la catégorie au-dessus, quoi. C'est histoire médiatiquement de les installer petit à petit. Oui. Puis bon, les Energy Music Awards ou les victoires de la musique, c'est souvent des artistes qui sont c'est toujours les émergents, mêmes, mais pas bah, regarde, c'est comme Matt Pokora, il y a des fois il chante pas, et tous les ans il a une récompense. Hein. Ça fait depuis 12 ans que ça dure. Parce que c'est on l'a déjà dit ici, c'est des promotions. Ce sont pas de véritables remises de prix basées sur du public, etc. Ce sont des outils de promo. C'est avant tout des outils de promo pour les artistes. Ce qui était le cas aussi pour pas mal de choses d'ailleurs. Concert de l'année. Alors l'année dernière, il devait certainement y avoir le Central Tour, mais en nomination, on a Damso, donc encore du rap, on a Pomme,
on a Chaka Ponk et Big Flo et Oli. Et là, je me suis posé une question, je me suis dit, et il n'y a pas de Mylène Farmer alors qu'elle fait une tournée des stades. Ça n'a jamais existé, elle a jamais fait, enfin plus même encore qu'Indochine, c'était incroyable. Et puis la scénographie de Mylène Farmer, c'est quelque chose. Peut-être parce qu'ils savent que si elle est là, elle viendra pas de toute façon. Ah, mais clairement. Donc c'est pour ça. Elle est dans son manoir, elle est tranquille, avec ses chiens. Oui, non, mais c'est sûr. Donc voilà, il ne nomme pas parce que s'il donne un prix, elle sera pas là. Donc. Mais bon, voilà, c'est un peu les curiosités de la chose. Bon, après, ça permet de récompenser des artistes qui forcément n'ont pas les mêmes moyens aussi, mais c'est quand même une sacrée consécration dans sa carrière. Surtout que cette année, elle fête les 40 ans de sa carrière, ce qui est quand même assez symbolique. Alors, je vais même faire l'avocat du diable. Alors qu'ici on est les premiers souvent à ne pas connaître les noms des artistes nouveaux, etc. parce qu'on est des vieux et qu'on on connaît tout mais le reste on connaît pas. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment intéressant pour un artiste qui a une grosse carrière comme ça, qui est déjà implanté, qui est connu, reconnu, d'avoir un prix au final? Un prix comme ça en plus, c'est même pas un prix pour ta carrière, c'est un prix pour truc plutôt que tu vois, tu cites Damso, Big Flo et Oli qui sont beaucoup plus jeunes pour le coup, qui remplissent aussi des stades, ou en tout cas des grandes salles. Bah peut-être que effectivement, est-ce que ça a beaucoup de valeur elle est connue pour ça, Mylène, pour ses concerts gigantesques et pour sa scénographie. Je sais pas si ça rapporterait quelque chose finalement en plus. Après, là où ça rapporte vraiment quelque chose, c'est peut-être quand tu sors un nouvel album ou vraiment un single qui a marché. Pour dire que l'album a super bien marché, pourquoi pas. Mais après, c'est vrai que pour ce genre de choses, tu sais qu'elle a toujours rempli des stades comme Indochine, tu vois. C'est les artistes, on les récompense au début quand ils sont connus, après on l'implante, il y a un dernier prix, après on n'en parle plus, ils gagnent plus rien. Et souvent on les récompense à leur retour quand ils reviennent, quand ils ont disparu, le prix de la carrière, etc. Je sais pas, finalement ça porterait pas, ça changerait rien du tout de l'avoir ou pas de l'avoir. Ouais. C'est bien, je comprends que logiquement, c'est les gens qui sont en cours en train de faire des concerts, mais bon, une carrière, je crois que c'est pas grand chose quoi. Poc de merde. C'était la conclusion de Michel. C'était Willy Sardou. Conclusion de Michel Rageux. J'ai pas donné aussi les artistes masculins et artistes féminins de l'année. Bon, ça va peut-être vous décevoir aussi. Artistes masculins, on a non pas Zao mais Dao. Oui, Étienne Dao. Étienne. Donc Étienne Dao, bien sûr. Et Étienne. Qui vient au festival Sans Jumelles, ils viennent tous, décidément. Mais venez, on est gentil. Pierre Demar, artiste masculin, donc voilà, il a eu la révélation l'année dernière, semble-t-il. Et cette année, c'est artiste masculin. Donc c'est lui. On a Gazzo, en artiste masculin. Donc on l'a toujours entendu dans le. On a trop entendu. Ça fait 10 mois, lui, il est toujours dedans. On a Vianney. Alors, comme tous les ans. Oui. Voilà. Et en artiste féminin, on a Jane, qui est aussi en album de l'année. Il y a Aya Nakamura. Oui. Elle chante encore, elle ? Bah oui, toujours. Enfin, elle essaye, mais. Mais si, elle a sorti un truc. Mais par contre, ça marche beaucoup aux États-Unis. Mais ça cartonne. Ah oui, ça marche dans le monde entier. C'est streamé, ils connaissent ça. D'ailleurs, ils n'ont pas du tout la même manière de voir Aya Nakamura que nous. En fait. Même relation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'apprécient médiatiquement. On va pas revenir là-dessus, mais bon, c'est dû aussi à beaucoup de sorties, à des trucs sur Twitter. Elle a son petit caractère, Aya. Voilà, c'est plus le comportement ou les choses sur des réseaux sociaux plutôt que la musique elle-même qui est pas plus mauvaise qu'autre chose, quoi. Voilà, c'est dire on sait pas ce qu'elle dit, mais bon. Ouais, c'est surtout ça. Peut-être qu'elle parle pas français non plus. C'est possible. Elle chante peut-être pas. Voilà, c'est bon, bref. Il y a également Louane qui est nominée et puis Véronique Sanson. Artiste de l'année, parce que aussi je pense qu'elle fait sa tournée, donc elle a sorti un album avec sa tournée, ça doit être sa dernière tournée aussi. Alors elle, tu vois, ça peut plus se justifier parce que comme ça fait un petit moment quand même qu'elle a fait une grande pause parce qu'elle était malade et tout, finalement là c'est une récompense, ça peut aussi dire on est content de la revoir, etc. Là, pour le renouveau, pour le retour. Voilà. Même si elle en a pas besoin non plus. Non, vu la carrière, voilà, son public. Ensuite, je vais parler d'Ariana Grande, comme je disais tout à l'heure. Donc, elle a annoncé son prochain album qui sortira le 8 mars. Elle est numéro 1 à l'heure actuelle avec son premier single Yes and. Ça faisait 4 ans qu'elle n'avait pas eu un numéro 1 au top Billboard. Elle est assez habituée d'être numéro 1. Elle en a eu plusieurs. La dernière fois, c'était son duo avec Lady Gaga sur Rain on Me. C'était en plein pendant le confinement, je me rappelle. Oui. Ok. Et son prochain album sera intitulé, comme vous pouvez le voir, Eternal Sunshine, en référence au film de Michel Gondry. J'allais dire, est-ce que ça a un lien avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind ? Exactement. En fait, je lisais que c'était l'un de ses films préférés, donc ça va beaucoup l'inspirer dans cet album. Donc, à voir après. Il y a, vous savez aussi que elle était avec le rappeur Miller.
Elle était en couple avec lui. Il est décédé il y a quelques années maintenant. Ah, tu nous fais du voici là? Non, je sais pas, je suis pas au courant dessus. Il pourrait y avoir un lien avec. Ah oui, avec l'histoire, oui, d'accord, effectivement. Avec, en tout cas, le rapport amoureux un peu complexe. Oui, et puis, voilà. Ce côté très poétique. Oui, d'accord, ok. Parce que ça a l'air. Malgré le titre qu'on a entendu qui est assez house, on ne sait pas vraiment ce que ça pourrait être l'album, et certaines personnes disent si ça se trouve ce sera pas l'image de l'album qui sera très doux, on sait pas trop. Ah oui. Moi j'aime beaucoup la photographie. Ouais, c'est sympa. Mais alors, j'arrive pas à voir. Ah oui, c'est que d'accord, il y a des voiles sur les mains. Parce que là où j'étais, alors que je l'ai en grand derrière moi, d'accord, ok, oui, c'est un truc en dentelle. Ok, d'accord, ok. J'aime bien la couleur du vinyle, moi. J'aime bien les vinyles de couleur, je trouve ça super. Ouais, c'est super beau. Et ensuite, dernière actualité, alors c'est tout frais, c'est Justice qui fait son retour après 8 ans d'absence. Ils ont balancé 2 nouveaux titres en ligne, dont un avec Tame Impala dont je parlais tout à l'heure, puisqu'il va bosser avec Dua Lipa. Et le premier morceau qui vient de sortir s'appelle One Night All Night. Et il y en a un autre qui s'appelle également Generator, et le nom de l'album s'appelle Hyper Drama. Alors One Night All Night, on aura l'occasion de l'écouter juste après parce que je l'ai téléchargé. C'est un morceau d'électro. C'est déjà sorti sur les plateformes ? C'est déjà sorti. Ah ok, c'est que je pensais que c'était juste teasé des noms ou des extraits, mais je pense que tu nous avais passé un extrait la semaine dernière. La semaine dernière, c'était pas encore sorti complètement. D'accord. Pour ça. Il y avait un petit teaser. Donc le précédent album, c'était en 2016, il s'appelait Woman, et déjà à l'époque, c'était. Il était très bien. Moi, j'aimais beaucoup cet album aussi. Déjà à l'époque c'était un comeback parce qu'ils n'avaient pas sorti de. Il faut que ça. Mais c'est un tu sors un album, tu disparais, tu reviens. C'est un groupe, en fin de compte, c'est un peu comme les Daft Punk fut un temps. Bon, maintenant c'est fini. Mais fut un temps, tu vois, les Daft Punk, entre l'avant-dernier et le dernier album, ils ont laissé pratiquement 6 ans. Si t'enlèves bien sûr la bande originale de Tron, ouais. Tron. Si t'enlèves la bande originale de ça fait 7 ans, je crois. Ça fait 7 ans, donc tu vois, c'est à peu près pareil. On parlait d'ailleurs de la bande originale de Tron, je l'avais dit. C'est un beau morceau. Donc l'idée à travers ce nouveau disque, comme ils le disent, c'est de faire coexister disco et techno-hardcore. Alors c'est un peu surprenant. Doom metal et belle musette. Ils ont dit on a ralenti le riff de base, puis on a tout réarrangé dans le morceau et rejoué avec des instruments acoustiques pour faire la partie funk du milieu et de la fin. L'idée du morceau était de faire coexister disco et techno-hardcore, mais tour à tour. On passe de l'un à l'autre de manière abrupte et pourtant fluide. Ça a servi de matrice à beaucoup de morceaux sur le disque. Donc pour le coup, ce single, il sera potentiellement révélateur de ce qu'on pourra entendre lorsque le disque sortira. On vous donnera des nouvelles et je vous propose donc de finir cette chronique en écoutant ce que ça donne. Je ne me rappelle plus du tout de l'extrait de la dernière fois, mais sachant qu'il y a la patte Tame Impala, je pense qu'on va reconnaître de suite si jamais vous connaissez un peu les textures sonores de cet artiste. C'est pas mal. C'est très bien. Beaucoup. C'est très bien. J'achèterai le vinyle. Et on est en train de dire qu'on aimerait bien entendre des choses comme ça à la radio, quoi. Bah oui, c'est sympa d'entendre ça. C'est ce qu'on dit. Ça passe sur René Radio, mais là, c'est agréable d'entendre de gens de musique un peu là. J'achèterai le vinyle. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup de toute façon. C'est très écoutable, c'est très sympa. Alors, je serais curieux de voir justement sur leur site s'il y a des éditions collector, mais déjà les vinyles aujourd'hui ils sont sublimes. Ah oui, ils sont magnifiques. Quand on voit les artworks comme ça, je pense que ça va être très sobre, mais souvent ils rajoutent des noir, visuels. Ça fait très Daft Punk parce que. Oui. Mais de toute façon ils sont inspirés. De toute façon c'était les deux, c'était comme ça, c'était un peu la rivalité entre guillemets, mais c'était Ed Banger, non. Comment ça s'appelle, le producteur de Justice, c'était un truc comme ça. Thomas Bangalter, tu veux dire? Non, de Justice. Parce que je sais pas si les Daft Punk ont déjà produit. Ils ont produit des musiques pour Justice et vice versa. On sait très bien que dans des groupes particuliers qui plutôt ont tendance à cacher leur identité ou en tout cas mettre plus en avant leurs produits que leur personnalité. L'image est hyper importante et donc ils ont tous des Justice typiques, ils ont un logo. Donc le logo tu le vois à chaque fois, tu le vois dans les clips, tu le vois, etc. Donc ils sont beaucoup attachés à ça. On va dire que c'est un peu la face d'Aphex Twin. Aphex Twin qui a changé même d'identité, de nom pour sortir ses albums, etc. Et on retrouve ça, le fait de disparaître, de mettre en avant, mais toujours qu'on reconnaisse qui c'est simplement à son image. C'est un gros travail, mine de rien, et c'est vrai que ça leur donne tout un univers visuel qui est hyper sympa, qu'on trouve évidemment dans Daft Punk, bien entendu, qui est cool, qui rajoute, moi je trouve, une petite pièce dans le nourringue, dire la musique est bien, mais en plus ils ont une imagerie visuelle qui est cool, surtout ça. C'est sympa, c'est sobre, c'est sympa.
C'est bien Headbanger, comme tu l'as Ouais, dit. c'est c'est un label qui date de 2003. C'est le label qui produit Justice et ouais, donc ils ont fait des trucs ensemble, je pense. Et c'était à l'époque quand même à peu près les débuts de Daft Punk, pas exactement les débuts d'ailleurs. Non, 2003. c'était plus le pic de popularité des Daft à ce moment-là. Puis après les Daft Punk, ils ont changé de label, ils sont partis chez Virgin, Ouais, EMI, ça. Columbia, Sony Music, ils ont tout fait en fait, ils ont fait toutes les maisons de disques. Des fois une partie du catalogue appartient à tel label puis un autre. C'est le cas de Mylène Farmer d'ailleurs qu'on citait tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a une partie qui a Universal et l'autre qui a je sais plus qui, la Warner ou Sony dans tous les cas. Donc oui, à voir, on aura l'occasion de reparler de Justice quand l'album pointera le bout de son nez. Willy va nous parler de Palworld, un jeu qui est très à la mode en ce moment. Ah bah c'est même plus que très très à la mode. Ah non, c'est un carton absolument depuis même moins de 2 semaines. Là, il est sorti la semaine dernière. Et figurez-vous que là, à l'heure où je vous parle, on en est à un record de plus de 6 millions de ventes. C'est énorme. Et sur Steam, on a un record absolu de 1 853 216 joueurs en simultané, c'est-à-dire que c'est le deuxième jeu le plus joué sur Steam après Counter-Strike. Eh bien. Voilà, donc c'est en gros, voilà, il y a CS et ensuite il y a Palworld qui est juste derrière. Voilà. Il a absolument battu tout le monde, hein, les Baldur's Gate 3, les Lethal Company, etc. C'est un véritable raz-de-marée. Le pitch, je vous le donne, c'est un jeu de survie avec des Pokémon et des flingues. Voilà, grosso modo, c'est un peu comme ça qu'il est vendu. C'est un mélange où on retrouve des éléments qu'on peut trouver par exemple dans Ark ou dans Conan Exiles. Vous êtes lâché sur une map, vous êtes quasiment dépourvu de tout matériel, mis à part un gourdin, et vous allez devoir récupérer, donc farmer des ressources, construire une maison, construire bien sûr des ateliers qui vont permettre de construire d'autres choses, et surtout capturer des animaux rigolos avec des formes étranges qui vont devenir vos serviteurs, hein, parce qu'il y a beaucoup d'esclavagisme hein, dans ces trucs comme ça. Hein. Si vous avez joué à Conan Exiles, vous savez que vous capturez des gens, vous les mettez sur une roue de torture pour qu'ils vous obéissent. C'est formidable, là c'est la même idée, sauf qu'ils vont vous aider à travailler, ils vont vous défendre, ils vont vous accompagner. Vous avez un semblant de Pokéball aussi pour les choper, vous avez bien entendu des créatures de plusieurs niveaux, et puis vous avez des objectifs à faire, hein, parce qu'un jeu de survie c'est un peu un énorme bac à sable, mais vous avez des boss qu'il faut vaincre, donc ça c'est le côté Valheim, donc construire, faire évoluer, gagner en niveau, explorer et affronter. Et ça cartonne parce que y a plein de fans de Pokémon. Alors c'est pas du tout les créatures de Pokémon, hein, c'est pas une licence, mais ça y ressemble beaucoup. Et Palworld, bien entendu, du fait de son succès qui est, on va pas se mentir, dû aussi visiblement parce que le jeu est bien, le gameplay est cool, il est très stable, il y a très peu de bugs, donc une bonne finition. Il vient aussi profiter d'un marketing un peu involontaire, parce que pour le coup, j'ai pas vu de sponsor là-dessus sur Twitch, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de streamers qui l'ont streamé, des soirées et des journées entières depuis la semaine dernière. Vous avez du Palworld qui était hier d'ailleurs en numéro 1 avec 316 000 viewers sur Palworld, donc il battait absolument tout le monde, donc il a même réussi à cartonner plus rapidement que Lethal Company, et du coup gros succès pour le développeur qui n'en est pas à son coup d'essai. Il faut savoir que le jeu il est juste en early access, ce sont les développeurs de Craftopia notamment. Et c'est le hic justement parce que forcément le succès il est aussi entaché de quelques dramas et de quelques problématiques. D'abord du fait de son développeur qui a déjà des jeux ouverts en early access et qui sont toujours pas terminés, donc les gens se demandent mais est-ce que là vous voulez le terminer, parce que ce serait bien de terminer les autres avant d'en envoyer un autre. Et puis le deuxième problème c'est le plagiat. Alors évidemment tous les gens qui adorent le jeu se disent ouais mais on s'en fiche, c'est des Pokémon, on a des jeux Pokémon qui sortent, ceux de Game Freak qui sont complètement éclatés, c'est bien fait pour Nintendo, etc., etc. Mais le problème n'est pas là. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait trouver que le jeu est bien et qu'il est cool. Et puis des jeux qui s'inspirent des Pokémon, c'est pas le premier. Hein, on va pas se mentir. Hein, on a eu Temtem, on a eu plein d'autres avant. Mais le problème, c'est des accusations, en tout cas des doutes concernant les assets des Pokémon. Enfin, en tout cas des pals, parce que ça s'appelle les pals. Et en creusant, on se rend bien compte que il y a des morceaux des pals qui ressemblent quand même pas mal à des Pokémon, et qu'il y aurait peut-être eu des IA qui auraient travaillé pour repomper un petit peu. Donc on sait que le développeur, ce sont ce qu'on appelle des crypto bros, hein, c'est des pros NFT, des pros crypto, des pros IA, donc déjà ça pue un peu, hein, cette espèce de mentalité
pro-américaine de pouvoir se faire du pognon en plagiant et en copiant des images un peu à droite à gauche. Et du coup, c'est ça qui est un petit peu enroué dans les bancards avec des streamers donc, qui ont du coup refusé forcément de faire du Palworld en se disant mais attendez, moi je sais pas le côté Pokémon, je suis pas là pour défendre Nintendo, mais si ça commence à vraiment être du vrai plagiat derrière, c'est quand même pas cool. Et c'est vrai que malgré le succès, malgré le carton, on attend voir s'il y a des preuves avérées. Pour l'instant, Nintendo n'a pas bougé, donc on verra bien s'il y a un vrai plagiat, une vraie copie. Mais c'est le questionnement qu'on se pose derrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on valide, nous, consommateurs, le fait qu'un développeur va pouvoir plagier un autre jeu. Je ne vous parle pas de s'inspirer d'un concept pour le faire évoluer. Ça a toujours existé et ça existera toujours dans tous les domaines de la création. C'est pas problématique. C'est même bien, parfois, de se dire qu'il y a d'autres jeux meilleurs qui utilisent le même principe. Valheim, il est arrivé, c'est un jeu de survie. On a eu les Survivors et Vampire Survivors. Il y en a eu plein qui ont été faits et qui ont amélioré le système. Ça, c'est pas un problème. Par contre, dès lors qu'on utilise l'IA, on est vraiment dans la problématique qu'on a actuellement en 2024, qui est de copier sciemment des choses d'autres boîtes avec tout ce qui est copyright, propriété intellectuelle, sachant que si ça le fait avec Nintendo, ça le fera avec des petits développeurs indépendants. Et comme j'en ai parlé un peu avant, pour finir là-dessus, on est dans une période de crise par rapport aux créateurs. On a énormément de licenciements actuellement dans des boîtes de jeux vidéo, puisqu'on fait sauter directement des gens qui travaillent, des artistes, donc des concept artistes qui travaillent dans la communication, en les remplaçant par des IA. Donc si on arrive quasiment à remplacer tous les champs dans les boîtes par des IA jusqu'aux jeux vidéo, en fait on utilise des IA. Je vous rappelle que l'IA n'invente rien. L'IA va recopier et fusionne des concepts d'autres personnes. Donc on le valide vraiment. On va arriver à avoir des jeux de plus en plus vides. On a déjà du mal avec des jeux comme Starfield qui sont un peu vides sur les planètes à cause de la génération procédurale, parce qu'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas un cerveau humain qui tape une histoire derrière. On a des choses un peu vides. Si en plus maintenant on utilise le procédural pour inventer le chara-design des choses, on va arriver à avoir des jeux très très fades. Alors ça, je vous dis ça je vous résume le débat qui embrase la toile à côté du succès Palworld. Pour l'instant, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu des soupçons par rapport à ça, sachant que la boîte a pas vraiment justifié, que ça fait très longtemps que sur leur Discord les gens demandent de voir les artworks, c'est ça, c'est demandent les artworks, et ils les ont pas, ils disent que non, et après on sait pas qui a travaillé sur les artworks, etc. Donc il y a toujours un doute par rapport à ça. Ça n'empêche pas le succès. On sait très bien ce qui s'est passé avec la sortie d'Hogwarts Legacy par rapport à J.K. Rowling. Il n'empêche que c'est le jeu le plus vendu, Hogwarts Legacy, donc on peut toujours dire à partir du moment où ça plaît et que les gens ils veulent, ils iront pas voir au-delà. Mais c'est quand même bien de garder ça en tête, parce que quand on est créateur, on ne peut pas se permettre de tout faire, et notamment de voler ses congénères non plus. C'est un sujet qui est vraiment passionnant, on en parle souvent, c'est toujours sacré épine. Oui, après on verra ce que c'est. En tout cas, c'est sympa aussi. Parce qu'il faut voir le côté positif de voir des jeux comme Lethal Company ou Palworld de sortir d'un peu d'une part entre guillemets et cartonner complètement parce qu'ils arrivent. On voit. C'est la preuve qu'il y a un manque et qu'il y a des joueurs qui attendent un type de jeu qui n'est pas sorti. Et quand il sort enfin ce type de jeu nouveau, les gens se précipitent dessus parce qu'on est dans des concepts qui sont quand même revus en ce moment. On regardera peut-être la semaine prochaine des extraits, parce que là j'ai juste une image, mais pour voir à quoi ça ressemble. Bon, après, si vous en avez sûrement entendu parler du coup. Et ça joue aussi en multi ou pas? Oui, ça peut jouer, c'est sur des serveurs jusqu'à 30 joueurs. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est sorti, il y a un autre jeu de survie qui sort juste sur PC là, qui s'appelle Unshroud. Donc si vous aimez beaucoup les trucs à la Conan Exiles Ark, vous avez un deuxième jeu, alors lui il n'y a pas de petite bébête, et qui a l'air très bien aussi, Unshroud, qui sort en Early Access sur PC, qui est un jeu aussi de survie, et dans un univers plutôt Medfan pour le coup, et qui a l'air très chouette. Donc j'ai l'impression que là, tout le monde va passer de Palworld dans Unshroud. On va voir ce que ça va donner. Mais Palworld, je pense que le côté, l'étiquette Pokémon a attiré beaucoup les gens qui sont sensibles à ça. Je n'en fais pas partie. Je suis sensible à l'étiquette survie, mais c'est vrai que c'est plutôt le truc qui va pas forcément me faire aller, mais je comprends parce que c'est la faute aussi à Nintendo Game Freak. Ça c'est la nature aime pas le vide. Les modes de jeu ça se succède. Il y en aura d'autres peut-être dans 3 mois, mais c'est vrai que c'est sacrément impressionnant de voir le succès de ce jeu. Palworld, moi je me rappelle beaucoup de Valheim à l'époque. Il nous reste 10 minutes les amis, je vous propose de terminer rapidement, je vais essayer de faire ma chronique scientifique. J'ai fait le plus vite possible. Voilà, ça va être. Je pense que je peux arriver à expliquer le sujet d'aujourd'hui qui est pas si facile à expliquer. Ah, monsieur veut aborder l'univers visible. Alors pourquoi? Parce qu'en fait cette semaine s'est éteint Arno Penzias, qui était le prix Nobel de physique en 1978. Et en fait, ce monsieur, il a découvert en 1965. C'était un Américain qui avait découvert avec le Russe Piotr Kapitsa
j'espère que j'écorche pas trop son nom, ils ont découvert le rayonnement fossile, aussi appelé rayonnement thermique cosmologique. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Je détaillerai un petit peu plus. Et c'est un rayonnement qui nous vient de loin. Vous allez voir pourquoi, si jamais vous ne savez pas ce que c'est. Mais avant de définir ce que c'est, il faut savoir qu'Arno Penzias, il revient aussi de loin, parce qu'il est né un peu au mauvais endroit au mauvais moment, c'est un peu die-hard. Il est né à Munich, en Allemagne, en 1933. Ah, pas de bol, il a vraiment pas de chance. Hein. L'année où Hitler devient chancelier. Ah là. Et bien sûr, la famille d'Arno est juive. Heureusement, il a pu réussir à échapper à la Shoah. Il s'est installé avec sa famille aux USA. Il était encore tout petit à l'époque. Et aux États-Unis, il finira par obtenir un doctorat en astrophysique nucléaire. Bon, c'est tout, oui, voilà. C'est quand même pas rien. Ça arrive. Bon, après, c'était facile, c'était que le début. Hein. Oui, c'est sûr. Donc c'était tout le bouillonnement intellectuel à l'époque avec Einstein et tout. Mais du coup, c'est quoi le rayonnement cosmologique ? Alors, pour faire court, il s'agit de la meilleure preuve que nous ayons de la théorie du Big Bang, c'est-à-dire ce qu'on appelle tout simplement le début de l'univers connu. Et on le date à 13,8 milliards d'années, pour faire une petite estimation. Ouais. Donc c'était il y a longtemps. Un petit peu. Oui, un petit peu. Je n'étais pas encore né, moi, non, ça va. On n'était pas né. L'homme existe depuis environ 2 millions d'années et puis l'Homo sapiens existe depuis à peu près 300 000 ans. Donc on n'est vraiment même pas un grain de sel à l'échelle déjà. C'est que dalle. D'un point de vue de l'espace, voilà, mais d'un point de vue du temps, on est encore plus petit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la théorie du Big Bang, elle faisait pas vraiment l'unanimité. C'était quand même un peu entouré de mystères. Puis bon, il y a tellement de choses qui étaient en train d'être découvertes au fur et à mesure. Et la première fois qu'on a parlé du Big Bang, c'était en 1927, c'était il y a presque 100 ans, et c'est un Belge qui l'a théorisé. Il s'appelait Georges Lemaître. Mais on va pas aller en détail sur toute cette histoire parce qu'on en aurait pour 1 heure. Donc revenons à Arno Penzias. En 1965, il travaille à Bell Labs, donc les laboratoires de Graham Bell, le père de cet objet qu'on a tous les jours avec nous, le téléphone. Et Arno, il travaillait sur un projet pour régler des problèmes de télécommunication par satellite. Donc il n'était pas du tout dans l'idée de trouver l'origine de l'univers, etc. Des informations là-dessus. Et c'est un peu par hasard en fait qu'il a fini par lancer plus de recherches sur ce qui a à voir avec le Big Bang. En fait, il s'est rendu compte qu'il y avait un bruit de fond électromagnétique avec la grosse antenne avec laquelle il travaillait. Et il s'est dit, bon, c'est pas un problème technique, il doit y avoir quelque chose. Et finalement, de fil en aiguille, en continuant d'analyser ça, d'en parler à ses collègues, il s'est dit, mais en fait, l'origine de ce bruit, c'est pas mécanique, ça vient pas c'est pas un problème défectueux, quoi que ce soit. En fait, c'est d'origine cosmique. Ça émane de quelque part, mais ça vient ni d'un astre, ni d'une galaxie. Donc de quoi ça vient ? Ça vient en fait tout simplement de très 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 loin. Alors en fait, c'est certes avec une radio, mais ensuite c'est retranscrit en images, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à trouver ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Alors pour donner plus de détails, la photo que vous voyez ici, le fond diffus cosmologique, ça ressemble à ça. C'est la première photo, entre guillemets, qu'on a de l'univers. Okay. Sachant que c'était pas le début, puisque c'était déjà à 380 000 ans. Et ce que vous voyez, c'est comme c'est un planisphère. Hein. C'était pas plat l'univers, c'était une sphère. C'est plus grand que ça, évidemment, voilà. Parce que là, il y a l'horizon des événements qui est autour. Hein, c'est-à-dire que jusqu'où on peut voir, voilà, c'est ça. Qu'on a poussé plus loin avec d'ailleurs récemment. C'est la représentation, c'est vrai, ça a constamment évolué au fil des ans. Oui, ça s'est repoussé, parce que c'est trop loin pour le voir. En fait, là, c'est un nuage de points avec les points les plus chauds et les plus froids de l'univers, sachant que c'est sur une toute petite échelle. Hein. C'était vraiment, vraiment tout petit. Mais à l'époque, l'univers était extrêmement petit par rapport à aujourd'hui, extrêmement dense du coup, et aussi extrêmement, extrêmement chaud. À tel point en fait que d'un point de vue de la physique, la lumière n'existait pas encore en fait. Alors je vais essayer de vous le détailler, là il faut que je relise mes notes pour le coup. Je t'en prie. C'est l'instinct un peu compliqué. Allez, donc en fait, la photo elle montre le moment où les particules ont pu pour la première fois dans l'histoire de l'univers se propager dans l'espace-temps. Au début l'univers était donc infiniment plus petit, dense et chaud, à tel point que les particules subatomiques, les protons et les neutrons, ils sont entrés en fusion pour former les premiers atomes aux premières... à cette époque-là. Et donc, entre 20 minutes et 180 000 ans, l'univers, il a continué de s'étendre et de s'étendre et de se refroidir. Mais en fait, les photons, ils étaient piégés. Donc, c'était pas possible à l'époque de voir l'univers. De toute façon, il n'y avait rien. Non. Personne ne pouvait l'observer. Il n'y avait pas encore d'organismes vivants. Il n'y avait pas d'êtres humains. Et rien qui avait des yeux, quoi. Mais l'univers n'était pas visible jusqu'à ce moment-là. Donc ça, c'est quand même assez incroyable, je trouve, juste d'un point de vue presque un peu...
presque philosophique de se dire que pendant longtemps l'univers a existé pendant 380 000 ans. Ça c'est clair. Et c'était juste impossible de le voir parce que c'était juste physiquement pas possible. C'est quand même assez incroyable. C'est très compliqué d'ailleurs. Très compliqué à expliquer. De toute façon, c'est compliqué de comprendre l'expansion. Voilà, le fait que quand tu regardes une étoile, elle est déjà morte, que le fait que quand tu regardes au loin, souvent tu regardes dans ton passé. Enfin tout ça, et puis le fait que les théories évoluent par rapport à l'expansion ou pas de l'univers, puisqu'on en est maintenant à se dire qu'il y a peut-être pas d'expansion. Les derniers trucs, c'est dire finalement il y a peut-être pas d'expansion. Ok. C'est vrai que c'est très complexe, il y a plusieurs théories. Alors pour aller justement en ce sens, quand tu parles des étoiles observables et de pourquoi c'est si vieux, c'est un peu finalement la même chose, parce qu'en fait on observe toujours le passé, puisque ça a à voir avec la vitesse de la lumière. Les photons, donc ils se déplacent tout simplement, c'est la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, je crois. Je ne sais même plus si je l'ai renoté. Et donc du coup, à l'époque... il y avait les électrons circulaient librement et les particules de lumière, les photons qui étaient sensibles à la force électromagnétique, n'arrêtaient pas d'interagir avec les électrons et ils étaient piégés par cette interaction, donc c'était impossible du coup d'observer l'univers. Et à 380 000 ans, l'univers s'est refroidi pour atteindre environ 2700 degrés et ça a fait que les électrons n'ont plus assez d'énergie pour être libres et ils ont été forcés d'interagir avec les protons et les noyaux d'atomes déjà existants. Les premiers atomes, ils sont alors formés et la matière est devenue électriquement neutre. La matière ne piège alors plus les photons et le monde est devenu visible. Et voilà, et du coup c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis il s'est passé tout ce temps-là, l'univers a continué de refroidir et aujourd'hui on en est là. Et voilà, on en est là. On est en 2024 mais l'univers n'a pas 2024. Et voilà, et en 2024 on en est là à pas pouvoir faire une chronique parce qu'on a une gastro. Bravo l'univers. Bon, on aura l'occasion de reparler d'astronomie de toute façon dans cette chronique scientifique. C'était un aperçu, mais ça c'est toujours passionnant, mais ça donne le vertige souvent. C'est comme quand on commence à aborder les fonds marins, etc. C'est les deux grandes inconnues. C'est vrai, alors que c'est pas si loin de nous d'un point de vue de la distance, les fonds marins, et pourtant on les connaît aussi mal. Quelquefois plus sur l'univers que sur les fonds marins en fait, c'est paradoxal. C'est le grand paradoxe. Donc c'était tout pour cette chronique scientifique que je referai en prenant un sujet un petit peu moins complexe que l'astronomie la prochaine. Ça dépend, tu prends par le bout de la lorgnette quoi, parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu complexe. Surtout là, c'est vaste. Surtout que là on contracte un petit peu dans le temps. Bon merci d'avoir été là, encore une fois, fidèle au poste pour cette matinale. On se retrouve la semaine prochaine et on aura Seigneur Odyssey. Ah tiens, on parlait, Seigneur Odyssey. On parlera d'astronomie là. Enfin le compte rendu de la pièce de théâtre, tiens, on saura. Ah oui, carrément. Elle participe pas toutes, je pense, mais on leur demandera comment ça s'est passé. Très bien, sur ce, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao Laurence, ciao Manu. Et puis écoutez les morceaux de Justice qui sont disponibles parce que nous, on a beaucoup aimé. Vachement. Ouais. À la semaine prochaine. Bon week-end. Bye.